Pour ceux qui avaient pu suivre nos réseaux sociaux, on avait déjà fait un autre événement il y a un mois sur un autre thème, sur mon nom, mon histoire. Donc là, on était axé plus sur un thème qu'on disait relié à notre passé, donc à notre identité, mais à notre passé. Et c'est une membre en fait de notre pôle qui s'était proposé cette fois-ci de parler un peu plus du présent et voir du futur, de ce qui nous intéresse. Et elle nous avait proposé du coup ce podcast qu'anime Viviane, qui s'appelle donc The Banana Split Project, et elle parle justement des personnes en fait qui ont décidé des Français qui sont d'origine chinoise ou d'origine asiatique et qui ont décidé de partir ou de retourner en Asie. Et c'est ça, ce thème-là qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui à travers les podcasts, notamment aussi qu'on va essayer d'écouter. Merci de m'avoir invité. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous. Bonjour à tous. C'est notre plaisir aussi. Je pense qu'on va bientôt commencer. Alors sinon aussi pour le format, on voulait que ça soit aussi très interactif. Donc on va vous proposer tout à l'heure quelques quiz. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a sur Zoom. Et puis n'hésitez surtout pas à réagir dans la discussion. Pour ceux qui ont un bon réseau, de mettre la caméra et puis vraiment que ça soit le plus interactif et qu'on échange vraiment tous ensemble. Ouais. Tu lances quoi? Bon, on va commencer du coup. Une grande partie des personnes sont arrivées. Alors, je recommence et c'est là que commence l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à toutes et à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour notre événement qu'on a intitulé Remigration. Donc, on a le plaisir d'avoir Viviane Salin, qui est la créatrice du podcast The Banana Split Project. Et elle a le plaisir de nous rejoindre directement depuis Singapour. Bonjour donc, à tous. Bienvenue à toi. Voilà. Merci. Bonjour à toi. Ouais. Alors du coup, on a voulu s'intéresser cette fois-ci à un thème plus qui nous, bien sûr, d'identité également, et aussi, donc un thème qui est lié à notre identité, à la recherche de l'identité, mais avec un thème un peu plus sur ce qui est du présent et puis aussi du futur, donc à travers en fait des personnes qui sont des Français d'origine chinoise ou d'origine asiatique et qui ont décidé de s'expatrier en Asie. Donc c'est ça qu'on voulait étudier aujourd'hui avec vous tous. Et une membre en fait de notre pôle a choisi elle a écouté déjà les podcasts qu'animait Viviane, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de réagir aussi tous ensemble par rapport à ça et d'échanger un peu sur votre expérience que vous avez peut-être déjà vécue ou alors sur vos questionnements si c'est peut-être une piste qui vous intéresserait. Et on va essayer d'en parler aujourd'hui avec Viviane. Alors juste pour préciser également, on va essayer de vous lancer des sondages tout à l'heure avec des petites questions. C'est une nouvelle fonctionnalité sur Zoom pour vraiment échanger et puis avoir une base d'échange. Et n'hésitez surtout pas, pour ceux qui ont un bon réseau, à ouvrir la caméra et puis à vraiment échanger et que ça soit le plus interactif possible. Donc, je ne me suis pas présenté, mais je suis Thomas du pôle culture de l'AJCF et j'aurai le plaisir d'animer avec vous aujourd'hui cet événement. Donc, Viviane, est-ce que tu veux bien déjà te présenter, parler un peu de toi et qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ce projet qui est ce podcast? Oui, merci déjà à tous d'être là, de prendre le temps. Merci Thomas de m'avoir invité, à toute la JCF. Alors, moi, je vous parle depuis Singapour. Je m'appelle Viviane Salin, j'ai 42 ans, 2 enfants. Je suis à Singapour depuis 15 ans. Je suis française, je suis née à Strasbourg. Et j'ai grandi à Strasbourg. Donc, pour la petite histoire, pour faire le lien avec l'épisode que vous aviez eu avant, enfin le dernier event, où vous parlez des noms de famille. Donc, j'aime bien utiliser mon nom de famille Salin parce qu'il sonne très bien et qui porte une histoire vraiment personnelle et riche à mon sens, parce qu'en fait,
Salin, c'est pas un nom français, c'est pas le nom de mon mari qui s'appellerait Salin, non. C'est en fait un dérivé du nom chinois Lin, donc un nom chinois très courant. Et mon père, qui est d'origine chinoise et indonésien, en fait, lui, il est né en Indonésie et son père lui-même venait de Chine et a atterri après moult périples en Indonésie, où le nom de famille Lin est devenu Salim pour être un peu plus musulmanisé, indonésifié, je ne sais pas comment dire, mais pour être localisé, il est devenu de Lin à Salim. Et ensuite, mon père est venu étudier en France très jeune. Et en France, les gens, en voyant son nom, disaient toujours Salin au lieu de Salim. Ils pensaient que c'était une typo, en fait. Et au moment où mon père a demandé la nationalité française en France, il avait le droit, sous Giscard à l'époque, de changer une lettre de son nom pour le franciser. Et il a choisi donc de tout naturellement passer de Salim à Salin. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de mon nom de famille du côté de mon père et j'ai voulu la garder. Garder cette histoire, transmettre ce message de toute cette identité, de tout ce que je porte, voilà. Et je n'ai pas pris le nom de mon mari qui s'appelle Rosa, qui lui a des origines italiennes, et donc ça n'a rien à voir. Et moi, je reste Viviane Salin, voilà. Donc du côté de mon père, c'est une famille chinoise indonésienne, et du côté de ma mère, ce sont des Chinois du sud de la Chine, Canton, qui sont partis à Hong Kong pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont refait leur vie à Hong Kong, et ma mère est partie de Hong Kong pour faire ses études. Et en réalité, la première personne qui est venue en France du côté de ma mère, c'est ma grand-mère. Donc la mère de ma mère, elle, qui était séparée du père de ma mère, est partie seule sur un coup de tête. Et ça, je le raconterai dans un prochain épisode, je pense, du podcast que j'ai pu enregistrer ma grand-mère, où elle raconte qu'elle est partie pour vivre sa vie d'artiste, pour faire du chant, pour faire sa musique. Elle a voulu partir en Europe toute seule et elle a laissé ma mère à son père et elle est partie vivre sa vie en Europe, où elle a refait sa vie. Elle s'est installée à Strasbourg. Et ma mère ensuite l'a rejointe à Strasbourg. Mon père faisait ses études de médecine à Strasbourg. Moi, je suis née à Strasbourg et j'ai grandi 20 ans à Strasbourg. Voilà, pour résumer. Ensuite, j'ai fait une prépa, je suis entrée à HEC, j'ai fait donc, mes études, j'ai travaillé quelques années à Paris, j'ai rencontré mon mari. Et au bout de quelques années à Paris, sous la grisaille, on a eu envie d'autre chose, on a eu envie de partir et il s'est trouvé qu'il y avait une opportunité à Singapour. On l'a prise sans vraiment réfléchir, sans connaître plus que ça Singapour, à part par un voyage. Moi, j'étais venue voir une amie, lui, il était venu en mission business, mais on n'a pas d'attache à Singapour. Moi, je n'ai pas de famille à Singapour, je n'ai pas d'origine singapourienne non plus, mais ça aurait pu être Singapour comme Hong Kong, Shanghai. Et d'ailleurs, on s'était dit, on va passer quelques années à Singapour et très vite, on rebondira ailleurs. Singapour, c'est quand même pas une ville où on va y rester toute notre vie. On pensait faire 2-3 ans et ensuite partir vers quelque chose de plus intéressant, entre guillemets, dans notre tête, en se disant, pourquoi pas Shanghai, Hong Kong, des plus grandes de plus grandes villes et découvrir la Chine, découvrir un plus grand pays que juste Singapour. Voilà. Et en fait, voilà, ça fait 15 ans, ça fait 15 ans qu'on est là, qu'on est installé. Donc, on a eu nos enfants ici et j'ai fait pas mal d'activités, notamment dans la musique. J'ai lancé aussi plusieurs entreprises et la dernière en date que j'ai revendue là récemment, en fait, c'est un groupe d'écoles françaises bilingues, donc suivant le programme français, en français et en anglais. Donc, j'ai ouvert des écoles avec mon mari à Singapour, à Ho Chi Minh au Vietnam et à Bangkok en Thaïlande. Et on a fait ça pendant plusieurs années. Là, je viens de quitter le groupe et mon mari continue avec un autre partenaire. Donc, je suis libre et depuis 2019, j'ai lancé ce podcast un peu par hasard, un peu parce que je me cherchais, que j'ai fait ma petite crise de la quarantaine, je me posais des questions. À force de voyager dans la région et que les gens me demandent à chaque fois si j'étais thaï, si j'étais vietnamienne, si j'étais chinoise, qu'est-ce que j'étais en fait, et que jamais la réponse que je donnais ne satisfaisait personne. Donc, j'ai eu ce questionnement, ce cheminement qui m'a poursuivi toutes ces années en fait de vie à Singapour. Et puis j'ai aussi rencontré à Singapour tout un groupe de bananes. En fait, c'est Angeline, une fille banane qui était avant à Shanghai, qui est ensuite arrivée à Singapour et qui a monté le même groupe qui existe aussi à Shanghai, qui l'a monté donc à Singapour, où elle a créé l'association des Franco-Asiatiques de Singapour, AFAS, AFAS.
et un groupe de bananes, hein, en fait, avec un groupe WhatsApp. On organise des événements, on se voit pour des apéros, on discute de sujets qui nous sont chers. Et à force de rencontrer toutes ces personnes, de découvrir leurs histoires, j'ai eu envie de récolter ces histoires parce qu'elles me touchent. Elles rentrent en résonance avec mon propre parcours. Elles me donnent des réponses, en fait. Et je pense que c'est important que les gens se rendent compte du parcours de vie de ces bananes, de ce que ça représente d'être une banane. Ça veut dire que sur plusieurs générations, il y a eu des voyages, des immigrations, de l'exil. Ça a pu être douloureux, c'est pas forcément un choix, c'est pas forcément un choix conscient d'aller en France, d'aller en Australie, d'aller aux États-Unis. Voilà. Et donc nous, les enfants bananes, qui ensuite revenons en Asie, nous sommes aussi confrontés à une nouvelle perception de nous-mêmes identitaire, parce que les gens portent un regard différent ici, que ce soit les locaux ou que ce soit les Français, par exemple, qu'on peut fréquenter ici et qui, à première vue, ne nous voient pas français non plus. Donc c'est vrai qu'ici, en étant en Asie, on se redécouvre encore, on doit encore se rejustifier, trouver sa place. Voilà, on est toujours un petit peu dans ce schéma-là. Et en fait, c'est aussi une énorme richesse quand on arrive à jouer sur tous ces tableaux, à être en paix avec soi-même. Et c'est vrai que c'est un chemin que j'ai parcouru sur ces années-là, et aussi grâce au podcast. Moi, ça m'a aidé en écoutant les autres, en découvrant leurs histoires, de me sentir bien, de me sentir en lien avec ces histoires. Je pense que pour nos auditeurs aussi, parce que j'ai eu des retours sur la même veine, que les gens se sentaient enfin représentés, reconnus, qu'ils avaient des histoires similaires, que ce soit sur le parcours familial ou sur le ressenti aujourd'hui en Asie. Donc voilà, je pense que j'ai… Et une petite question, c'est très intéressant, franchement, un parcours super enrichissant, et on comprend bien donc pourquoi est-ce que tu as voulu créer ce podcast. C'est vraiment une question de recherche de soi, de double culture, d'identité, et c'est finalement des notions qu'on retrouve très souvent dans ces personnes immigrées qui ont souvent une vie entre plusieurs cultures et qui ont besoin de parfois, au début en tout cas, de se mettre dans une case. Et on va le voir tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ou non. Et simplement pour revenir par rapport à ce que tu nous disais, et je pense que je poserai je pose la question au nom de tout le monde là qui nous écoute, c'est quoi une banane? Pourquoi banane? Ah oui, pardon, pour moi, ça vient de soi et je ne l'ai pas défini. Alors, j'espère que vous le prenez pas mal. Si vous êtes aussi une banane, entre guillemets, c'est pour moi une personne asiatique, donc asiatique, jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur, parce qu'en étant née en France ou en ayant grandi en France, en ayant été éduquée en France, moi, à l'intérieur, ma culture, mon éducation est quasiment complètement française. Je m'identifie à une Française. Et donc, c'est le cas de beaucoup d'immigrés, d'enfants d'immigrés, que ce soit d'ailleurs des Asiatiques ou d'autres ethnies, d'autres communautés. On a une dichotomie, une sorte de dissonance entre ce que les gens perçoivent de nous de l'extérieur, l'image qu'on donne, parce que voilà, physiquement, on est comme on est, et intérieurement, on est le résultat aussi d'une histoire. Et banane parce qu'on est élevé en France et qu'on se sent plus français qu'asiatique. Voilà, donc il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et d'ailleurs, cette différence, elle évolue aussi au cours de la vie, elle évolue avec les expériences, avec les voyages, et notamment au contact de l'Asie, au contact des locaux, au contact d'autres bananes. Je pense que c'est pas quelque chose qui va être figé tout au long d'une vie, cette identité double, multiple, et que voilà, on est toujours en train de naviguer et de découvrir un petit peu tout ce qui fait notre parcours et notre richesse. Merci beaucoup, Viviane, c'est super enrichissant en tout cas. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à réagir, notamment dans le chat, pour nous dire un peu si ce terme de banane, c'est quelque chose qui vous correspond. Est-ce que vous vous identifiez dans le mot banane? Ce que je rajouterais également, c'est que c'est vrai que pour les personnes qui sont d'origine chinoise ou de toute origine étant nées et ayant grandi en France, il y a toute une… c'est très divers aussi. Il y a des gens qui vont être plus proches de leur culture d'origine. Il y en a qui vont être vraiment intégrés dans la société et ne pas forcément connaître
leur culture d'origine. Et après, ça dépend bien sûr des histoires, de la famille, etc. Donc, Alors, c'est quelque chose qui est très riche. ouais, Ouais. pour revenir sur ce terme, parce que je vois que ça réagit dans le chat, et c'est vrai que c'est un peu provocateur, et pourquoi j'ai choisi ce nom pour le podcast, c'est vrai que c'est un nom pour moi qui accroche et qui est révélateur d'une certaine dissonance, effectivement. C'est un nom assez pratique qui va accrocher, et c'est aussi un nom que non seulement nous-mêmes on peut s'octroyer de manière un petit peu humoristique, mais c'est aussi un nom qu'on nous attribue et qui parfois je peux le comprendre et je l'ai entendu dans la bouche de certains, pour certains qui ont eu des expériences négatives avec ce mot, qui peut être employé, mais même en Asie, par des Chinois envers les gens qui reviennent et qui sont perçus par les Chinois de Chine comme étant des bananes parce qu'ils n'ont pas les codes des Chinois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus tard avec les extraits que tu as choisis, Thomas, pour ces gens-là qui pourtant ont été élevés dans une certaine forme de culture chinoise en France, mais qui, en retournant en Chine, se font traiter là-bas de bananes par des Chinois de Chine aussi, parce qu'ils sont encore différents. Voilà, donc c'est un mot qui voyage. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, je pense que c'était une très belle introduction. On a évoqué pas mal de sujets là. Et puis, on va y revenir tout à l'heure en écoutant directement les podcasts. Ce qu'on vous propose aussi maintenant, c'est une nouvelle fonctionnalité sur Zoom avec des questions, donc sous forme de sondage. Donc là, qu'on va essayer de vous les poser. Et puis, n'hésitez pas à y répondre. Et puis, tout à l'heure, après avoir écouté les podcasts, on va essayer de réagir par rapport à vos réponses et voir quelles seraient du coup les réponses qui ressortiraient le plus parmi tous les participants là qu'on a aujourd'hui. Voilà, alors moi, ce que je vous propose, nous, en préparation de cet événement, c'est qu'on va écouter 3 podcasts du site internet de Banana Split Project. Et moi, j'ai choisi 3 épisodes différents. Donc, on va écouter des extraits, hein, bien sûr, parce que les épisodes font une vingtaine à quarantaine de minutes. Donc, bien sûr qu'on n'aura pas le temps de tous les écouter en intégralité. Mais bien sûr que c'est pour aussi vous donner l'envie, en tout cas, peut-être d'aller creuser un peu plus par vous-même et puis d'écouter vous-même donc les podcasts. Alors, nous, on va écouter aujourd'hui donc 3 épisodes. On a choisi Grégoire, Stéphanie et Jérôme. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 3 personnes? Parce que vous allez le voir aussi ensuite, c'est que ces 3 personnes qui sont issues un peu de 3 grands types d'immigration chinoise de manière large, hein, et qui sont arrivées en France. Donc, on va avoir Grégoire qui est un Chinois qui est d'origine chinoise de la ville de Wenzhou. Et donc, c'est une grande communauté. Entre nous, on appelle ça les Wen. Bon, moi, je n'aime pas trop cette appellation, mais on dit ça. Donc, c'est une ville qui est côtière et au sud de Shanghai. Donc, il y a une grande communauté, notamment à Paris, dans le 3e arrondissement, à Belleville, de cette communauté-là. Donc, Grégoire va nous parler. Et là, il est actuellement à Singapour. Ensuite, on va avoir Stéphanie. Stéphanie, elle, qui est d'origine chinoise du Cambodge. Donc, on a aussi une autre grande communauté de personnes d'origine chinoise qui, en fait, ont immigré d'abord vers le Cambodge ou vers l'Asie du Sud de manière générale pour des questions historiques, et puis qui sont arrivés en France. Donc ça, c'est le deuxième grand type d'immigration. Et d'ailleurs, en général, si je ne me trompe pas, les personnes qui ont immigré d'abord au Cambodge, ils viennent à l'origine de la ville de Chaozhou, qui est donc dans la province du Guangdong, au sud de la Chine. Et ils parlent un dialecte. Donc, dans leur dialecte, cette ville, ça s'appelle Techu. Donc, peut-être qu'on les connaît un peu plus par rapport à ce nom-là aussi. Donc, les Techu. Et enfin, Jérôme. Jérôme qui est d'origine chinoise Hakka. Donc, c'est aussi un groupe de population dans le sud de la Chine et d'origine chinoise Hakka de la Réunion. Donc, il représente très bien donc, cette immigration chinoise dans les outre-mer de France et que d'ailleurs, même nous, en métropole, en étant d'origine chinoise, je n'avais je connaissais pas du tout ce cas de figure-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui quand j'avais préparé l'événement, qui m'avait fait découvrir plein de sujets intéressants et donc qu'on va essayer de partager aujourd'hui. Donc là, c'est 3 grands types de personnes, 3 grands types de types d'immigration, pardon. Et aussi, j'ai pris quelques extraits donc, qui vont durer 1 à 2 minutes comme ça, axés sur plusieurs thèmes. Alors, ce qu'on va retrouver notamment, c'est bien sûr, donc on a déjà parlé, cette recherche d'identité, cette recherche de soi, de qui je suis,
je suis français, je suis chinois, je suis les deux, je suis ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est un phénomène à partir de l'adolescence notamment, où les gens aiment bien beaucoup se comprendre qui on est et tout. Et c'est tout un phénomène que moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de gens et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on en échange justement sur la base des podcasts qu'on va écouter. Donc il y a cette question d'identité, vous allez voir qui se retrouve dans les 3 épisodes, dans ces 3 personnes-là. Et après, ils vont parler plus spécifiquement, eux, chacun, de pourquoi est-ce qu'ils ont décidé du coup de quitter la France et puis d'aller s'installer en Asie. Alors, on va surtout avoir des personnes qui vont s'expatrier à Shanghai et à Singapour. Donc, pour les 3 épisodes qu'on va écouter actuellement. Donc, voilà, c'est ce que je vous propose. J'espère que ça va être bon pour vous. Et normalement, il y a les sondages qui s'affichent normalement à vos écrans. Et moi, le temps de ça, je vais partager mon écran. Donc voilà, normalement, vous avez les questions. Donc voilà, c'est des questions très simples, mais qui vont nous permettre tout à l'heure de peut-être de mieux interagir et de comprendre un peu pourquoi déjà, en plus, vous avez participé à notre événement aujourd'hui, parce que potentiellement, ça veut dire que vous posez des questions sur ce sujet qu'on a nommé remigration. Alors, c'est un sujet, on a mis point d'interrogation parce que c'est un concept qui n'existe pas vraiment en tant que tel. Et pour nous, pour préparer l'événement, il nous fallait donc bien sûr un événement, un nom qui puisse quand même essayer de décrire le plus simplement possible ce phénomène-là. Mais bien sûr qu'on a mis un point d'interrogation parce que c'est quelque chose voilà, qui n'est pas du tout vraiment encore connu, ou en tout cas on n'a pas vraiment eu de description, ou on n'a pas mis les mots sur ça. Donc c'est une question qu'on va se poser et puis n'hésitez pas tout à l'heure aussi à réagir. Est-ce que c'est un mot qui vous paraît convenable? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? C'est le but aujourd'hui de cet échange. Je crois que parfois on parle aussi de phénomène de retour. J'ai déjà entendu de aussi. Retour. De retour. Ouais. Mais encore une Et fois, j'ai vu quand même... on ne revient pas forcément dans le pays ou la ville d'origine de ses parents, mais c'est assez vague, quoi. C'est l'Asie en général. C'est ce mouvement inverse, pendulaire, en fait, d'une génération à l'autre, une génération est partie de l'Asie vers l'Europe, les États-Unis, l'Australie, enfin tous les pays, disons, occidentaux, et le phénomène de retour, donc c'est la génération suivante quasiment, ou peut-être 2 générations après, qui reviennent en Asie de manière large, pas forcément la même ville exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi une question de est-ce que pour les personnes, par exemple, chinoises du Cambodge, c'est une grosse question de revenir ou pas au Cambodge. Étant donné la situation actuelle au Cambodge, les conditions de vie, les conditions de travail, etc., beaucoup hésitent à revenir dans le pays de leurs origines parce que voilà, c'est plus confortable, il y a plus d'opportunités à Singapour, à Hong Kong, à Shanghai quand on est dans un certain type de métier, plutôt que d'aller dans le pays de ses origines. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et puis en préparant aussi, j'ai trouvé le mot en anglais rétro-migration. Donc c'est peut-être un autre mot. Et puis peut-être que dans le monde anglo-saxon, ils ont déjà réussi à mieux étudier ce phénomène. Donc retro, je ne sais pas comment on dit, migration. Voilà. Donc là, on va commencer avec l'épisode 24, donc, que vous retrouverez bien sûr sur le site de Banana Splits Project. On va écouter un court extrait de Grégoire, donc, qui est du coup issu de la communauté chinoise de Wenzhou. Et lui, il va nous parler d'identité, il va nous parler aussi d'un thème qui revient souvent et puis qui correspond bien au contexte actuel, qui est l'insécurité et aussi le racisme aussi parfois. Donc on l'écoute, c'est parti. Tu as pris sur toi, sur ton identité franco-chinoise, en vivant 2 ans à Shanghai? Alors, ok. En France, moi, je pense, partie des gens qui sont plus chinois que français, qui se sentent plus chinois que français.
quand je suis parti à Shanghai, malgré le fait que je me sente chinois, tu vois, et ben là tu comprends que t'es pas vraiment chinois, parce que tu parles pas bien chinois. Bizarrement, t'es pas habillé comme tout le monde, parce que les locaux ils s'habillent pas pareil. Tu parles mieux français et tu traînes avec des noms chinois. Plus à l'aise avec les noms chinois que les chinois. Ouais. Le plus drôle, c'est quand tu prends le taxi, machin, les gens sont curieux, donc ils te posent des questions. Ils te posent la question surtout parce que quand ils te parlent chinois, ils voient bien que tu parles pas bien, ou tu parles avec un accent. Donc ils demandent tu viens d'où, ou t'es de quelle origine, tu vois. Les chinois te demandaient ça. Ouais. Ils pensent que t'es coréen ou japonais. Et quand tu leur dis t'es français, bon déjà, ils tirent une tronche, mais non, mais... Ouais, c'est pas ça ça la pas français. C'est pas ça la réponse. Ouais, t'as pas une tronche de français, tu vois. Et quand tu leur dis que t'es chinois, ils disent non, mais toi t'es pas chinois. Parce que tu parles pas déjà tu parles pas chinois. Et tu ressembles pas trop à un chinois. T'es habillé différemment, tu te comportes différemment. Ouais. Donc, quand je suis arrivé à Shanghai, je me sentais chinois-français. Ou français-chinois. Ouais. Donc après, je changeais de casquette de temps en temps, tu vois. Donc, quand ça me chantait, je disais, ouais, moi je suis chinois. Parfois, je disais, non, je suis français. Mais ouais, tu comprends que quand tu dis que t'es chinois, les gens, ils considèrent que t'es pas vraiment chinois. Donc, t'as deux outcomes, tu vois. Soit tu te braques et tu dis, ah mince, en France, je me fais rejeter. En Chine, je me fais rejeter. Bon, bah, je suis rien, quoi, en fait. Nulle part, Alors j'arrête donc cette petite séquence ici et il termine sa phrase en disant je ne suis rien en fait. Donc c'est un peu sa première approche quand il a été confronté donc à ce choc culturel au final dans son expérience là. Donc n'hésitez pas à réagir. Moi je pense que ça va être plus facile si vous réagissez notamment dans la discussion et puis tout à l'heure on va essayer de le faire de vive voix pour les personnes qui sont disposées à le faire. Et puis, je vais directement aller à la minute 15, 22. Après tes 2 années à Shanghai, tu es revenu en France. Qu'est-ce qui ensuite t'a amené à Singapour? Alors, en France, je travaille avec mes parents. Je suis rentré, j'ai repris le business de mes parents. En 2011, 2012, c'est là où en France, vraiment, tu ressentais un peu la crise des subprimes. Donc les affaires allaient moins bien. Et c'est là où moi, j'ai commencé à chercher autre chose. Alors pourquoi je suis venu à Singapour? De base, moi, je voulais partir en Chine. Parce que le marché chinois est combien de fois plus grand que celui de Singapour. Mon beau-père voulait que je trouve une marque de glace artisanale française pour qu'on fasse le business en Chine. À l'époque, moi, je suis parti faire le salon de la franchise. Et parmi ces choses-là, parmi ces marques-là, il y avait une marque de frozen yogurt qui n'était pas prise à Singapour. C'était déjà pris en Chine. Il y avait déjà 2 boutiques. Et nous, on voulait un truc exclusif. Donc à ce moment-là, on avait dit non, on fait pas ça. On prend pas celle-là parce que c'est déjà pris en Chine. Mais ma belle-mère m'a dit vas-y, moi je vais le faire à Singapour. À cette époque, moi je connaissais pas du tout Singapour. Je savais pas où c'était, je savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai fait mes recherches. Et j'ai vu qu'il y avait 6,5 millions d'habitants à Singapour. Je dis à ma belle-mère, mais qu'est-ce qu'on va faire à Singapour? En Chine, il y a 1 milliard. À Singapour, on va pas faire de business. Elle dit, demande, c'est pour moi. Ça va être tranquille, je vais faire tranquillement. Elle me dit pourquoi? Elle me dit à Singapour, tu peux te balader dans la rue, tu peux avec des bijoux, tu peux montrer que t'as de l'argent, pardon. T'es en sécurité. Déjà, on va pas te regarder pour ça. Et on va pas venir t'embêter. Moi, je la croyais pas vraiment, parce que moi, mon quotidien, c'était Paris. Même si j'avais déjà voyagé, ok. Parce que ce que t'avais vu de la Chine, c'était pas non plus la sécurité. Ouais, moi, Shanghai, bon, voilà. C'était safe, hein. Oui. Mais t'as des pickpockets à Shanghai, t'as des vols, machin, t'as des agressions. C'est beaucoup moins grave qu'en France. À un moment donné, je demande, et ils me disent que c'est libre, ok, je fais les contrats, tout ça. Et je me dis, bon, quand même, avant de signer, je vais quand même aller voir, parce que ma belle-mère me dit qu'elle va le faire, mais... Au final, je sais que je vais me le taper. Ça va être pour toi. Ça va être pour ma pomme. Je prends un billet pour Singapour. Nicole vient avec moi. Donc Nicole, c'est mon épouse. Et on visite Singapour. Alors là, à ce moment-là, il y avait Kevin à Singapour. Des bananes. De l'épisode 5. Donc Kevin, bon, c'est un Wen aussi et c'est un pote de la famille. On le voit un peu et lui il nous raconte son expérience de Singapour. Nous, on avait vu nos yeux aussi que c'était relativement safe. On n'a pas vu de flics. Pas beaucoup de flics à Singapour, contrairement à Paris, t'en vois dans tous les coins de rue, hein. À Singapour, vraiment, quand on est arrivé, pendant la semaine qu'on a fait à Singapour, j'en ai pas vu, quoi. Et ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Le fait de pas avoir de flics? Ça m'a marqué. Le seul flic que j'ai vu, c'est un flic c'était une pancarte. Ok, alors j'arrête donc ici.
Je pense que je vais vous proposer, donc, pour les personnes qui ont des questions ou de réagir directement par rapport déjà à tout ce qu'on a pu entendre de Grégoire. Donc, je résume un peu. Il a parlé d'identité, bien sûr. Il a dit qu'il était à la fois français, à la fois chinois, et au final, il a dit je ne suis rien. Et après, pour la partie sur Singapour, il a aussi beaucoup parlé de la question de sécurité. Donc, est-ce que ça peut être vraiment un facteur qui va, notamment là, Grégoire, qui va pousser euh, des personnes à vouloir aller notamment à Singapour ou d'autres destinations qu'ils estiment comme plus, plus en sécurité. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent réagir directement. Je regarde donc la discussion. Vous avez il y a Je beaucoup vois de que ça messages. Alors, réagit. ça réagit Oui, beaucoup. oui, ouais. Bah, N'hésitez pas. Effectivement, le regard, le jugement des locaux, que ce soit en Chine ou ailleurs, hein, pour ceux qui retournent dans d'autres pays, c'est toujours un problème. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vécu aussi. Et les taxis à Singapour qui me posent toujours la même question, au bout d'un moment, je leur réponds ce qui pouvait correspondre le mieux à la réponse qu'ils attendaient. En fait, au bout d'un moment, on va pas raconter notre vie et tout notre parcours à tout le monde au premier venu. Et donc, voilà, on s'adapte. Enfin, ça ne regarde pas non plus tout le monde. Donc, quand je vais en Thaïlande, je dis que je viens de Singapour, que je suis singapourienne parfois. Quand je suis à Singapour, je dis je suis indonésienne. Parce qu'en fait, même en disant chinoise, comme je suis assez mate, je ne suis pas assez chinoise pour être. Enfin, voilà, je ne suis pas non plus assez chinoise pour être chinoise. Donc, je leur dis que je suis indonésienne et puis c'est bon. Enfin, voilà, on n'a pas toujours envie d'engager la conversation et de se dévoiler et on n'est pas obligé de le faire. Voilà, c'est pas parce que les gens sont curieux qu'on est obligé de donner la full la version entière, intégrale, la version intégrale de notre biographie. Voilà, il faut aussi se protéger et se dire qu'il y a des choses qui ne concernent pas le grand public et le premier degré. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que du coup, quand on a une histoire très riche et un peu plus compliquée aussi, hein, parfois, c'est difficile. Enfin, ça suscite bien sûr beaucoup de curiosité et de questionnement quand on doit se présenter. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait du coup réagir directement? Je pense à Laïka. Est-ce que tu veux prendre la parole et nous échanger directement? Je pense que ça peut être plus interactif et plus vivant. Ouais, bonjour à tous. C'est vrai que moi, je suis partie 1 an à Pékin et pendant 1 an, c'était les mêmes questions et les mêmes expériences que vous avez pu avoir quand on part à l'étranger, de sans cesse devoir réexpliquer un peu son parcours, d'où on vient, qui on est. Et j'ai trouvé ça un peu pesant. Alors moi, j'étais à Pékin, donc c'est très chinois, mais je me posais la question de est-ce que c'était pas un peu plus facile euh, dans des villes plus internationales? Hmm. Moi, je n'ai pas vécu en Chine, donc je ne peux pas comparer. Mais c'est sans doute plus facile parce qu'il y a plus de brassage, effectivement, à Singapour ou à Hong Kong. Donc, il y a une diversité, que ce soit asiatique, de la région qui vient travailler à Singapour. Il y a des Malaisiens, des Indonésiens, des Chinois, etc. C'est peut-être plus mixte. Mais il y aura quand même cette question, surtout quand on répond qu'on est français. Donc les gens sont plus ouverts à entendre qu'on est malaisien ou chinois, indonésien ou thaï que français. Là, ça ajoute une dimension. De toute façon, ça va ajouter une dimension qui n'est pas forcément perceptible et compréhensible par des gens qui ne connaissent pas, tout simplement. En fait, je pense que c'est une question d'éducation. Oui, voilà, c'est ça, des gens qui n'ont pas été exposés forcément à cette population et à cette histoire. Et du coup, YK, du coup, par rapport à ce qu'on a entendu de Grégoire qui parlait de cette question d'insécurité en France et du coup qu'à Singapour, c'était plus de sécurité, vous voyez plus de fric. Est-ce que toi, tu as eu un peu cette même expérience à Pékin? Est-ce que tu penses que ça pourrait être un des facteurs pour ces gens-là, en tout cas, qui souhaiteraient Alors moi, pour le moment, en tout cas, enfin, d'un point de vue expérience personnelle, j'ai pas connu l'insécurité à proprement parler. Je me sens pas mal de me promener dans Paris, par exemple. Euh, Ceci étant dit, lorsque j'étais à Pékin, c'était assez étrange parce qu'on avait une présence assez importante de militaires dans la ville. On en voyait quand même beaucoup. Et en même temps, lorsque j'ai voulu essayer de m'implanter, trouver un logement, etc., j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient de façon assez
non sécurisante. Je dirais, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu sous la table. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'en Chine, il y avait des choses où j'étais pas assez sécure. Voilà. Donc ça reprend. C'est pour ça que tu es revenu. C'est pour ça que tu es revenu. Pardon. C'est pour ça que tu es revenu en France. Entre autres, ouais. Entre autres, c'est-à-dire que j'avais toujours l'impression d'être un peu dans des sables mouvants, de devoir faire confiance à des gens, mais en même temps sans aucune garantie. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça un peu perturbant. Oui, tu avais plus tes codes et tes repères en France plutôt que... avec des contrats bien signés où les personnes étaient... Ah oui, c'est sûr, c'est encore une... Et ça, d'ailleurs, d'autres invités en parlent de la manière de travailler en Chine, notamment que voilà, c'est des codes complètement différents, des façons de faire complètement différentes qui peuvent être déroutantes quand on est élevé et quand on a travaillé d'abord en France. Effectivement. Et là, pour le coup, Singapour et Hong Kong sont totalement différents puisque il y a quand même la rule of law, enfin, c'est quand même différent, il n'y a pas tous ces dessous de table, cette corruption qu'il peut y avoir aussi en Asie du Sud-Est, et c'est une des raisons pour lesquelles les personnes ne retournent pas au Cambodge ou au Vietnam pour des raisons d'insécurité dans le business. Ouais, merci pour ce partage. Et en effet, je pense que c'est la société et puis l'environnement qui sont pas tout à fait pareils. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, tu as raison de nous le partager. Merci beaucoup. Est-ce que Koun ou Tali ont beaucoup réagi aussi, voudraient peut-être prendre la parole? On peut réagir par rapport à ce qu'on a entendu ou alors d'autres choses. Alors, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Non, désolé, c'est pas grave. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter du coup le prochain épisode donc de Stéphanie, qui est d'origine chinoise du Cambodge et qui a eu pas mal d'expérience. Elle est partie à Shanghai, elle est partie en Chine plusieurs fois. Là, elle y est toujours et on va voir que c'est assez intéressant la façon dont elle va présenter les choses. Et elle va surtout aussi nous parler plus de l'opportunité professionnelle. Donc, on va l'écouter. Donc, cette admiration, cette fascination pour la Chine, finalement, tu as pu toi-même le vivre et l'expérimenter sur place, puisque en tout, tu as passé une dizaine d'années en Chine en 2 fois, c'est ça? Ma première expérience, c'était après mon diplôme à 24 ans. Je voulais étudier le chinois. Je voulais me prendre une année sabbatique avant de chercher un travail. Donc, j'ai fait un semestre d'études à Pékin et ensuite à Shanghai. Et ensuite, j'ai trouvé mon premier travail dans une entreprise belge-taïwanaise, une usine de parquet. Et en fait, de cette première expérience, je dirais que c'était une phase d'apprentissage, c'était une phase de découverte. C'est-à-dire que c'était la première fois que je revenais en Chine après mon premier voyage, donc chez mon amie chinoise à mes 17 ans. Là, je redécouvrais la Chine. Je me souviens très bien de mon arrivée. Je pensais que je parlais chinois parce que j'avais pris des cours de chinois au lycée. Et en fait, j'arrive dans le taxi, le chauffeur de Pékin me parle et je ne comprends strictement rien. Donc, ça me rappelle que je ne suis pas tout à fait chinoise et que mes bases ne sont pas tout à fait, ce n'est pas ce qui est parlé, ce n'est pas le même accent que ce que j'apprenais en France. Donc, ça m'a remise à ma place, mais j'étais contente parce que je vivais mon aventure chinoise et j'avais du coup une envie peut-être plus exacerbée de vivre local. C'est-à-dire que j'avais trouvé ma première colocataire chinoise. Elle venait de Ningxia. J'habitais dans un de ces appartements en dehors du campus qui sont réservés qu'aux locaux, en fait. J'avais mon petit vélo pour aller à l'université. J'étais très fière de vivre comme dans ce qu'on imaginait des gens qui vivent en Chine. En fait, de cette première expérience, à la fin, j'ai vécu une vie tellement intense et riche. Mon travail m'a également amené à me dépasser, c'est-à-dire qu'on travaillait énormément. J'étais à bout de souffle à la fin et je me suis dit, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer en France, retrouver mes amis, ma famille, mon point d'ancrage. Et en fait, il y avait toujours cette fatigue, entre guillemets, d'essayer de se faire comprendre dans une langue qui n'est pas la tienne. Au final, c'était
j'étais très contente d'avoir fait ça, mais j'avais pris la décision à l'aube de mes 30 ans de rentrer en France parce que je m'étais dit la Chine, c'est bon, j'ai vu, je sais qui je suis. Je ne suis pas chinoise parce que visiblement on partage pas tout à fait encore la même langue et la même culture, enfin certaines valeurs, on va dire. Et je me reconnaissais plus dans dans ce que j'avais laissé en France. Donc je suis rentrée en France et je m'étais dit jamais je ne retournerai en Chine. J'ai une super Voilà, donc pour le premier extrait, donc où elle dit au final, je sais qui je suis. Donc déjà, elle est arrivée à une certaine conclusion et elle dit que jamais je ne retournerai en Chine. Et pour autant, vous allez voir, on va continuer sur un autre extrait. que ça fait partie de l'aventure chinoise en fait, tout simplement. Et donc là, ton premier séjour, enfin ta première période et séquence en Chine, ça a duré 4 ans? 4 ans. Donc je suis rentrée en France, j'ai fait une parenthèse de 4 ans en France également. Le hasard de la vie a voulu que je mette professionnellement, j'avais envie d'évoluer et que du coup j'ai proposé à ma société avec laquelle je suis toujours actuellement de venir en Chine dans l'idée d'aider à monter un département Asie et aussi parce que c'était pour moi un boost de carrière. Donc personnellement, je m'étais dit dans la tête en revenant en Chine cette deuxième fois en 2014 que ce serait que pour 2 ans. Puis finalement, après 5 ans, j'y suis encore. Donc à un moment donné, tu t'es quand même dit la Chine, plus jamais ça, je suis fatiguée, j'ai assez vu de la Chine, je rentre en France. Finalement, par opportunité professionnelle, c'est ça pour ta carrière, tu as proposé de partir en Chine pour accélérer ta carrière. Est-ce que ça a vraiment permis un bond en avant de ta carrière? Complètement. J'ai eu 2 évolutions de poste en ces 5 ans et aujourd'hui, j'ai un poste de marketing manager donc que je pense que je n'aurais pas forcément eu en étant en France parce que je suis dans une entreprise très française. Même s'il y a beaucoup d'étrangers qui sont à des postes intéressants, c'est vrai que peut-être en étant une asiatique, j'aurais peut-être pas autant cette visibilité que en Chine où là j'offre vraiment, je suis le point d'ancrage français de mes interlocuteurs en France. C'est quelle entreprise? Valeo. Toi, tu représentes la France pour les Chinois. Comment ça se passe? Parce que tu leur parles en mandarin, mais tu représentes la France pour eux, c'est ça? Voilà. Alors je pense que alors, pour comparer, dans ma première vie, je parlais en chinois beaucoup parce que j'avais des travailleurs qui ne parlaient pas anglais, forcément. Ouais. J'avais des workshops, des gens de workshop, et en anglais. Et aujourd'hui, dans ma société, j'ai également des gens qui parlent français. Même dans mon équipe, j'ai 1 à 2 personnes qui peuvent parler un peu français. Et du coup, j'utilise les 3 langues. C'est-à-dire qu'il y a des gens où j'ai une affinité naturelle à parler en chinois, où j'ai peut-être moins de complexe à parler en chinois, et puis d'autres où parce que je dois donner des messages beaucoup plus élaborés, et j'utilise l'anglais. Et le français, ce sera à petite dose quand justement j'ai des collègues qui peuvent apprendre, enfin qui savent le français et qui eux-mêmes ont envie de continuer d'apprendre, de parler en français. Super. Mais du coup, je pense qu'ils me perçoivent comme une Française encore. Mais comme j'ai aussi la face asiatique, je comprends le chinois. Les réunions se font de toute façon en chinois. Je comprends pour beaucoup. Donc, je pense que pour eux, je suis vraiment française, mais capable de comprendre leurs problématiques de chinois. C'est-à-dire les choses chinoises, les choses un peu tordues. Par exemple, ils disent ah mais tu sais, c'est comme ça en Chine. Oui, je sais, c'est comme ça en Chine. Donc, ils n'ont pas besoin d'expliquer plus que ça. Ils savent que je comprends. Quoi, par exemple, qui est comme ça en Chine, qui est pas du tout français? Alors, je vais couper ici pour laisser le suspense, hein, bien sûr. Si vous avez envie de savoir ce que c'est, d'écouter la suite de l'épisode, bien sûr, parce que on n'aura pas assez de temps de tout écouter. Mais pour revenir à ce que nous partage Stéphanie, donc dans le premier extrait, elle nous parlait donc de cette question d'identité, aussi de recherche de soi. Et elle nous dit que maintenant, je sais qui je suis. Et puis, après ça, elle voulait rentrer en France et tout à l'heure, on a entendu, hein, elle a même dit je ne veux plus jamais retourner en Chine. Donc, il y a eu peut-être aussi un effet de rejet. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est commun à d'autres personnes qui partagent des expériences de ce type-là. Donc, il y a ça. Et puis, dans le deuxième extrait, où au final, va retourner en Chine par opportunité professionnelle. Et elle nous l'explique très bien. Donc, cette opportunité qui est boost de carrière et qui lui permet aussi d'être un point d'ancrage entre la partie française et la partie chinoise. Et même, donc, elle nous parle bien de cette perception, voilà, des pratiques et puis de compréhension, voilà, sans doute de codes culturels
dans un autre environnement qui est l'environnement en Chine en l'occurrence. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous avez… Oui, je voulais quand même dire que Stéphanie est avec nous depuis Shanghai. Donc, elle n'a pas forcément envie de re-raconter tout ce qu'elle a raconté dans l'épisode, etc. Mais juste pour signaler qu'elle est là parmi nous depuis Shanghai. Donc, on est là avec vous depuis l'Asie en force. Bonjour à tous. Si vous avez des questions à la fin, vous pouvez. Mais c'est vrai que je préfère vous laisser le champ libre. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça nous fait plaisir. Franchement, je pense que c'est l'événement en ligne de la JCF le plus international possible, puisque nous, on est en France, Viviane est à Singapour et puis Stéphanie est à Shanghai. Donc, je pense qu'on peut pas avoir mieux comme échange. Voilà. Alors, Thalie, justement, a une question assez précise. Donc, je suppose que je vais lire ta question, Thalie. Donc, elle nous pose la question: dans le cadre d'un recrutement dans une entreprise en Chine, si on ne parle pas du tout mandarin, le recruteur nous préférera-t-il par rapport à un autre profil franco-français? Très bonne question, très précise. Alors, je ne sais pas si Viviane ou alors, ou peut-être même Stéphanie, vous avez des éléments à nous partager par rapport à ça. C'est vrai que du coup, il y a cette question de la maîtrise de la langue aussi, au-delà des codes. Après, tout dépend du poste. Je dirais que tous les postes ne nécessitent pas d'être forcément au contact de la population locale pour exercer son métier. D'ailleurs, j'avais posé la question à Jérôme aussi, est-ce que le fait que tu parles un peu chinois, et pareil, lui, il dit qu'il ne le maîtrisait pas forcément comme un chinois, qui ne parlait pas le mandarin aussi bien qu'un chinois, bien sûr, mais je lui ai demandé est-ce que c'était quand même un atout d'être asiatique, et lui parle de connivence, de reconnaissance et de complicité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage, le fait d'être asiatique, et en étant français à l'étranger dans une société française, on a quand même une connivence avec la population locale, asiatique, parce que pour eux, on reste quand même asiatique, on reste quand même des Chinois ou des Vietnamiens, etc. Et donc, on est quand même… Il y a quand même une hiérarchie entre, on va dire, le français blanc qui va être… À Singapour, on dit le hangmo, on appelle ça le hangmo. Ici, ça veut dire qui a les poils blonds ou rouges. Enfin, voilà, donc, bref, c'est leur manière d'appeler les Occidentaux. Donc, il y a les blancs, il y a les Asiatiques, bananes. Bon, c'est déjà mieux que… voilà, d'un côté, on a quand même une connivence et une complicité par rapport à la population locale. Donc, ça peut être un atout inconscient. Après, tout dépend du choix du poste et des prérequis pour le poste. Ouais, je pense que bien sûr, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de l'entreprise en question, du domaine d'activité dans lequel l'entreprise se trouve. Donc, tout à fait, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Mais après, c'est vrai que ce dont tu parles, Viviane, on en avait un peu échangé, entre nous, quand on préparait cet événement, justement, il y a peut-être aussi quelque chose d'inconscient et quelque chose de plus finalement juste humain, naturel, c'est-à-dire que je vais me reconnaître plus dans une personne chinoise, asiatique, et je pense que voilà, ça va peut-être être plus facilitateur dans certains domaines. Ouais, tout à fait. Voilà, merci Thalie pour cette question. Et on a Sacha qui lève la main. En effet, on a la fonctionnalité de lever la main. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole à lever la main comme le fait Sacha. À toi, Sacha. Avec le micro. Je sais pas si… Ouais, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour Thomas. En fait, j'ai fait une fausse manip, mais du coup, j'en profite pour vous féliciter pour cet événement. J'ai moi-même eu une expérience révélatrice lors de mon premier voyage de découverte de la Chine. Donc, je vous laisse continuer l'exposé. J'interviendrai peut-être plus tard. Mais bravo en tout cas, Thomas. Bravo à tous. Merci quand même. En tout cas, ça nous rappelle que voilà, il y a cette fonctionnalité pour lever la main. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à faire comme Sacha, à activer cette fonctionnalité lever la main pour intervenir. Voilà, je ne sais pas si Stéphanie, tu as envie de rajouter quelque chose ou on continue
Vous pouvez continuer, je trouve que vous vous en sortez très bien. Donc voilà, j'ai rien à ajouter pour l'instant. Merci beaucoup. J'agis par rapport au commentaire de Kuhn qui dit j'ai l'impression que l'on sera toujours mieux vu en Asie qu'en Occident. Je préfère être le français de service en Asie plutôt que le Shintok, entre guillemets, en France. Donc, je pense que ça, bon, c'est très cru, hein, bien sûr, comme message, mais bien sûr qu'on comprend pourquoi est-ce que tu nous partages ce message-là. Je ne sais pas si Viviane, tu as envie de rebondir par rapport à ça. Chacun a ses envies personnelles et je pense que beaucoup de gens ici à Singapour, notamment aussi parce qu'on se sent en sécurité, qu'avec cette pandémie, on a l'impression qu'on est mieux lotis en Asie aussi qu'en France, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui font que pour les Français de manière générale et encore plus les Français asiatiques, on n'a plus trop envie, c'est vrai, de rentrer. On est bien ici, on se sent bien, c'est vrai. Donc, pas forcément par rapport à la discrimination, mais pour tout un tas de raisons. Oui, tout à fait, merci. Est-ce que vous avez d'autres réactions, d'autres questions? Du coup, j'essaie de lire la discussion. C'est bon. Donc, on va continuer. Donc, après avoir écouté donc, 2 extraits de Stéphanie qui nous a parlé en fait d'opportunités professionnelles et puis de ses plusieurs allers-retours. Donc, c'est inspirant quand même. On va finir avec l'épisode de Jérôme. Jérôme qui est donc d'origine chinoise Hakka de La Réunion. Donc, ce que je vous présentais tout à l'heure, qui représente un peu les communautés chinoises en Outre-mer française. Et lui qui va nous parler plutôt de retour à racines, d'imaginaire par rapport à la Chine ou à l'Asie par rapport à ce que présentaient ses parents quand il était petit de ça. Et on l'écoute. Il va parler d'éducation aussi. Parents ont été bien différents, en décalage avec ce que toi tu as vécu en arrivant en Chine, c'est ça? Quelle vision tu avais toi de la Chine avant d'y aller? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller en fait? Mon intérêt pour la Chine et la vision, c'était très lié à la vision qu'avaient mes parents. Pour mes parents, la Chine c'était un petit peu quelque part l'Eldorado, c'était quelque chose d'idéalisé. Ils savaient qu'ils en avaient l'origine, mais ils n'y avaient jamais été. Donc en fait, ils ont entendu beaucoup par leurs parents eux-mêmes disant oui, la Chine c'est génial, un jour il faudra retourner. Et donc quelque part, pendant toute la vie professionnelle de mes parents, ça a toujours été un objectif, dire quand je serai à la retraite, je pourrai aller en Chine. C'est ça qui a tellement été dit dans ma famille que quelque part c'était devenu mon objectif. Et donc moi, lorsque j'ai eu l'occasion lors de ma vie professionnelle de bouger, pour moi c'était voilà, il faut que j'aille en Chine également. Et donc c'est un peu quelque part boucler la boucle en fait, atteindre l'objectif de mes parents par procuration quelque part. Leur faire plaisir. Enfin, tu as été programmé, tu penses, pour peut-être influencer en tout cas. Ouais. Peut-être. Ouais. Et alors, quand tu es arrivé en Chine, est-ce que ça correspondait à l'image que tu en avais? Est-ce que ça a rempli la case Eldorado? Est-ce que c'était vraiment alors c'est vrai que tes parents ont décrit? C'était complètement différent. Faut se remettre à l'époque. Donc je suis arrivé en Chine en 2003. C'était vraiment l'époque où tout changeait en Chine, notamment à Shanghai, où c'était une forte croissance, beaucoup de changements dans la vie de tous les jours, à tous les points de vue en fait, au niveau du business, au niveau des gens, au niveau de l'immobilier, des buildings qui se construisaient à tour de bras à tous les coins de rue. C'était vraiment, on va dire, des années de croissance. Je pense que tout le monde l'a vécu aussi, qui était croissance de plus de 10%. Pas du tout la Chine traditionnelle dont mes parents s'attendaient, mais vraiment encore quelque chose, on va dire, d'encore plus puissant. Grandiose quoi. Enfin, du coup, ça collait à cette image d'idéal. Voilà. Ouais. Tu vois, tu es resté 11 ans, c'est ça, à Shanghai? Oui, j'habitais à Shanghai. Oui. D'accord. Et en 11 ans, est-ce que tu es devenu plus chinois? Est-ce que tu as reconnecté avec cette partie, ou est-ce que tu as appris à devenir un peu chinois, ou est-ce que tu as changé? Alors c'est vrai que moi, je suis arrivé en Chine en ne parlant aucun mot de mandarin.
puisque mes parents parlaient donc le Hakka dont j'ai quelques notions. Mais c'est vrai que ça a été très anecdotique, puisque effectivement je me retrouvais vraiment le français d'origine chinoise qui ressemble à un chinois mais qui ne parle pas un mot. Donc ça a été très très violent, on va dire, au début. Mais effectivement j'ai beaucoup appris, donc j'ai appris la langue, j'ai appris à m'adapter. Aussi on parle de la Chine, mais Shanghai, le sud de la Chine, les autres régions, c'est vraiment différent. Donc d'un point de vue culturel, d'un point de vue même culinaire, les plats étaient vraiment différents. C'est vrai qu'on a plus l'habitude d'avoir à l'étranger des plats du sud de la Chine. Je me souviens à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait que les seules voitures, c'était des taxis en fait, soit des taxis, soit des voitures privées d'entreprise. À la fin, c'était des voitures partout, dans les logements, il y avait plus de place pour le parking, les voitures qui se garaient un peu tout et n'importe quoi. Donc oui, vraiment beaucoup de changements pendant ces 11 années. Et tu t'es intégré à la vie chinoise? Je me suis marié donc mon épouse est chinoise, donc forcément oui. Mais c'est vrai que, encore une fois, culturellement, je viens, même si j'ai l'impression d'être, si on peut dire que je suis chinois d'origine, culturellement, je vois la différence avec mon épouse qui, elle, on va dire, a eu une éducation chinoise, on va dire, un peu plus moderne. C'est vrai que, typiquement, sur des sujets tels que l'éducation des enfants, ou en Chine, c'est un petit peu l'enfant roi, quelque part, il y a des notions qui sont vraiment différentes par rapport à ce que je pensais être plus des valeurs chinoises que telles que mes parents me les ont inculquées. Au niveau de la discipline, par exemple? Au niveau de la discipline, d'être peut-être un peu plus strict au niveau éducation. Tu es marié à une femme chinoise et vous avez 2 enfants, c'est ça? Ils ont quel âge? Tout à fait. Alors 8 et 10 ans. D'accord. Donc toi, tu veux les élever comme un père français, avec des valeurs françaises, mais aussi chinoises, les valeurs chinoises inculquées par tes parents. Oui. Et ta femme qui est chinoise a d'autres valeurs chinoises, c'est ça, tu me disais? Oui, je dis un peu que même en ayant une culture chinoise, on voit qu'il y a plusieurs différences de culture chinoise. Et c'est vrai que la culture et les valeurs que m'ont inculquées mes parents, qui eux-mêmes l'ont eu de leurs parents, donc au début des années 1900, sont complètement différentes des valeurs de ma femme qui, elle, appartient à une Chine, on va dire, un peu plus moderne. Ouais. Les Chinois modernes veulent plus profiter au maximum, plutôt qu'ils sont pas dans une phase où on fait des sacrifices. Et voilà, on profite. Les générations d'avant ont souffert. Profitons-en, donnons un peu plus de liberté aux enfants, de les accompagner. À mon sens, peut-être un peu trop. Typiquement, les enfants en bas âge, dormir dans la même chambre, etc. Pour moi, c'est un peu, on va dire, un peu trop, peut-être par rapport à mes parents et à mes grands-parents qui de génération en génération ont fait des sacrifices et qui disent faut tenir bon, comment dire, il faut que l'éducation des enfants soit un peu plus stricte pour qu'ils apprennent à grandir et à endurer on va dire des choses un petit peu plus difficiles. Donc je pense qu'il y a le côté traditionnel parce que c'est des générations un peu plus anciennes qui ont transmis ces valeurs. Exactement. Et puis la Chine moderne, comme tu dis, qui est passée par toute cette croissance et cette transformation avec comme tu dis peut-être un hédonisme et une envie de profiter maintenant et d'élever ses enfants un peu à la cool ou d'avoir des enfants rois. En ce qui te concerne, le fait d'être fils d'immigrés, je pense que c'est une caractéristique qui est commune à tous ces enfants issus de l'immigration, d'avoir une pression familiale quant à l'éducation. Voilà, exactement. Parce que l'éducation représente le moyen de s'en sortir vite ou d'accélérer, disons. Oui, je pense que pour mes parents, il y avait toujours cette idée de voilà, on est les générations, leurs parents eux-mêmes ont quelque part souffert, ont fait des sacrifices et il faut continuer à ce que ça soit dans ce sens. Donc oui, je pense que tu résumes très bien la situation. Donc ça, c'est pour le premier extrait. Donc, pour résumer un peu, il nous parle vraiment de cette confrontation entre des valeurs chinoises traditionnelles transmises par ses parents et puis une nouvelle culture, une culture chinoise plus moderne, en tout cas qui a suivi le développement et le progrès de la société chinoise depuis toutes ces années. Il y a cette confrontation qu'il retrouve et c'est assez amusant au final puisque en fait, il vient de France et il va confronter justement peut-être 2 générations ou alors 2 visions de l'éducation notamment, du sacrifice aussi, il en a parlé. Et puis on va finir par un extrait où il parle plus d'identité en France. Diaspora. En France, tu as toujours vécu à Colombes, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord, donc toi tu me dis, tu étais comme le petit français, enfin très intégré, tu n'avais pas conscience finalement de ton côté asiatique. Comment tu l'expliques ça ? En fait, j'en avais pas conscience dans la mesure où
je savais que je me considérais français comme tout le monde, comme un peu si les autres élèves, comme ceux qui étaient d'origine diverse. Contrairement peut-être à d'autres personnes qui ont pu en souffrir, moi j'ai jamais considéré ça comme une critique ou quoi que ce soit. Bon, après il y a toujours quelqu'un qui va à un élève, bon, quand ça se passe vraiment au bas niveau, quand t'es petit, quelques insultes sur ton côté jaune, mais bon, c'est resté très rare. Donc c'est pas quelque chose dont j'ai pu en souffrir. Et je sais que peut-être de nos jours, aujourd'hui c'est peut-être un peu plus difficile. Après, n'habitant pas en France de manière régulière, c'est un peu plus difficile à évaluer pour moi. Mais tout ça me surprend, parce qu'effectivement, quand j'entends parler de ces attaques, de ces mesures racistes, etc., envers les Asiatiques, moi, ça me surprend parce que ça ne correspond pas à la France que j'ai connue. Et en arrivant en Asie, c'est là que tu as pris conscience que tu étais français ou que tu étais asiatique ou que tu étais chinois. Enfin, quelque chose s'est passé, c'est ça, quand tu es arrivé ici. Effectivement, c'est quand on arrive en Asie où effectivement on rencontre d'autres personnes qui voient qu'on est français, qu'on est asiatique, qui me prend pour un japonais au Japon, un coréen en Corée, un vietnamien au Vietnam. Après, dès qu'on commence à parler, effectivement, l'accent nous trahit. Et c'est là où on a besoin d'expliquer. Et c'est en fait en ayant expliqué le background, c'est en expliquant ça qu'on se rend compte effectivement que c'est une histoire en elle-même assez particulière. Et c'est comme ça que moi je me suis rendu compte que quelque part mon histoire étant unique, différente, c'est que en fait je ne rentrais ni dans le moule d'un Français blanc, on va dire. Pour les autres en tout cas. Pour les autres, ni dans le moule d'un asiatique local. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que quelque part j'étais différent. Ça t'a dérangé de voir que tu étais dans aucune case? Non, ça ne m'a pas dérangé dans le sens où, pour moi, d'un point de vue professionnel, c'est vrai que c'était quelque part un atout, que le fait d'être multiculturel. Et c'est là que je me rends compte que par rapport à mes collègues, j'avais peut-être plus de facilité à travailler, à m'intégrer avec les locaux, à discuter de sujets, on va dire, de manière non officielle, des choses qu'ils m'auraient dit, peut-être qu'ils n'auraient pas dit à de personnes, on va dire un peu plus western. Moi, je le vois plutôt de manière positive. Ouais, tu penses qu'il y a une familiarité, une connivence avec les locaux du fait de ton apparence et de tes origines. Exactement. Merci Jérôme pour... Merci du coup Jérôme, en effet. Il nous parle à la fin donc de ce sujet qui rejoint un peu ce que nous partageait Stéphanie aussi, donc par rapport à être peut-être mieux compris par les locaux, etc. Et un autre point que je voulais relever, c'est quand il dit qu'il rentre dans aucune case. Et ça, il l'a bien expliqué. Et on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction aussi. Mais lui, pour le coup, il l'a pas mal vécu. Viviane, corrige-moi si je me trompe, mais on a l'impression qu'il l'a pas vraiment mal vécu et qu'au final, à travers ses expériences donc en Chine, il s'en est plutôt rendu compte, mais que ça ne lui a pas vraiment posé plus problème que ça, parce que on sait que ça peut souvent être source d'inquiétude ou alors de recherche de soi. Donc, est-ce que c'est un peu pour lui, en tout cas, il l'avait bien pris. C'est ça ou... Au début, il a eu un choc quand même. Mais en fait, lui, parce que là c'est vrai que c'est un peu condensé, puis on prend que des extraits. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Jérôme, lui, en France, il a toujours été le français, il s'est toujours fondu dans la masse, dans un environnement très divers aussi, parce qu'il était à Paris, à Colombes, et que c'est aussi très mixte, pas forcément asiatique, mais c'est mixte, c'est coloré. Et en allant en Chine, il était français. Et d'ailleurs, il ne parlait pas mandarin. Et au fur et à mesure, il a appris le mandarin. Il a rencontré une femme chinoise. Il est devenu, on va dire, il a pris conscience de cette identité. Il l'a accepté. Et je pense que maintenant, le fait d'être à Singapour, d'être marié, d'avoir 2 enfants, il a aussi un recul. Donc là, quand il le raconte, c'est beaucoup plus apaisé qu'au moment où il l'a vécu, forcément. Il est à Singapour? Oui, parce que maintenant, il est à Singapour. Donc, après avoir vécu à Shanghai, il est donc marié avec cette femme chinoise et ils sont maintenant à Singapour depuis quelques années, depuis plus de 3 ans. Donc pareil, ils ont quitté la Chine pour des raisons de sécurité, d'environnement pour élever les enfants. Ils ont préféré aller à Singapour. D'accord. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Du coup, c'était le dernier extrait qu'on voulait partager tous ensemble. Est-ce que vous avez d'autres? Alors, je vois que dans la discussion, ça réagit beaucoup.
Est-ce que certaines personnes souhaiteraient réagir? Alors, on reçoit bien, ça marche bien? Oui, donc est-ce qu'il y aurait des personnes qui souhaiteraient directement réagir par rapport à ce que disait Jérôme? Et en même temps, moi, je lis donc la conversation. Ok. Alors, notamment Tali, qui pose une autre question intéressante. Question pour les personnes qui sont allées en Asie. Est-ce que vous vous sentez mieux par rapport à la quête d'identité? Est-ce que vous vous sentez mieux par rapport à la quête d'identité ou au contraire encore plus confus dans votre identité? Donc, c'est une très bonne question, hein, parce que c'est comme tout à l'heure, Stéphanie aussi, c'était pour aller rechercher des réponses. Et au final, est-ce que ça apporte des réponses plus claires ou au final, c'est encore plus compliqué parce que c'est complexe? Alors, pour ma part, donc j'ai expliqué que c'était très très clair, mais moi j'ai eu un effet inverse, c'est-à-dire que mon père, par exemple, s'est remarié à une Chinoise. Du coup, en m'affirmant dans mon identité, de l'autre côté, j'ai mon père qui s'affirme avec l'âge de plus en plus retour origine et chinoise. Donc, il était Tétu cambodgien avec une certaine cuisine du sud-est asiatique. Et en se retrouvant marié sur le tard il y a un peu plus de 5 ans avec une Chinoise de Chine, du nord de la Chine. Il a commencé à parler que chinois, à regarder que la télévision chinoise, à cuisiner chinois sans pour autant être du tombé. Mais du coup, il y a eu un effet inverse. Donc, c'est vrai que pour moi qui a grandi dans un background sud-est asiatique de Tétu, je me retrouve maintenant, quand je rentre en France, dans un univers chinois, plus chinois même que chez moi d'ailleurs, parce que ici, je ne regarde pas la télé chinoise particulièrement. Donc, il y a une confusion des genres entre moi qui va dans une certaine direction et mes parents qui, comme les parents de Jérôme, ont une version très Eldorado et idéalisée, qui font qu'eux-mêmes, ils font le processus inverse de redevenir plus chinois, alors qu'eux-mêmes, ils avaient fait, il y a 30 ans, le chemin pour devenir français en arrivant en France. Donc, c'est un mélange assez particulier. On ne l'a pas dit non plus dans l'extrait, mais mon frère, il s'est marié à une Chinoise, il est à Pékin. Donc, dans ma famille, il y a un mélange de plus de Chinois et en même temps d'être ancré dans ses certitudes, enfin, dans sa découverte, dans son identité. Donc, c'est un mélange qui n'est pas déplaisant. Je dirais qu'il n'y a pas de... C'est pas confusant, c'est juste qu'on est dans un monde globalisé et que du coup, voilà, tout le monde s'ouvre aux frontières et dans l'esprit aussi. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est un cheminement personnel de chacun, ouais. Comment on a envie d'évoluer et de retrouver son sens. Oui, c'est un cheminement exactement. Ouais. Je pense que l'identité au cours d'une vie, elle est fluide et elle s'adapte aussi aux différents environnements et personnes auxquelles on est exposé au cours de sa vie. Et c'est une question de contexte. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se sentir un peu secoué, un peu bouleversé parce que ce qu'on vit ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait, qu'on avait nous-mêmes une image de ce qui allait nous arriver en Asie et que voilà, ça ne colle pas. Il y a un certain choc, des frictions et que tout ça, en fait, ça nous permet de grandir. Donc, il faut, je pense, le prendre de manière très positive et c'est vrai que c'est le message général du podcast. En général, mes invités sont des gens qui, le fait de pouvoir transmettre cette expérience, sont des gens qui ont une vision plus apaisée déjà, qui arrivent à mettre des mots aussi sur leur expérience et qui ont envie de partager ce côté positif, cette complexité, parce que c'est vrai que c'est complexe et que c'est assez unique, c'est encore propre à chacun, même si on se reconnaît, on a forcément des parcours un peu similaires, mais c'est le fait d'accepter, c'est tout un travail. Et en fait, ce mouvement géographique, je pense qu'il correspond aussi à un mouvement de retour à soi, de retour à sa propre identité, parce que c'est vrai qu'on va se retrouver à devoir se regarder devant une glace, d'avoir cette perception d'autres personnes sur nous, et donc c'est parfois un peu brutal et violent, mais c'est vraiment formateur, et pour les personnes en tout cas qui témoignent, c'est un parcours positif. Merci pour vos partages, et en effet, hein, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la question de Tali, on ne peut pas vraiment répondre, enfin, ce n'est pas une question où on répondrait par oui ou par non,
le sujet est très complexe, ça dépend de beaucoup de choses. Et comme l'a très bien dit Viviane, c'est que même la question de l'identité, c'est fluide en fait. Ça va dépendre de la période de la vie, comme l'explique Stéphanie, ça dépend des différentes circonstances, des gens qu'on va rencontrer. Et c'est vraiment, c'est très riche en tout cas. Et c'est ça aussi peut-être ce qui rend attirant dans le fait de vouloir se chercher. Et en fait, on est toujours à la recherche en continuité. En tout cas, peut-être pas confus. En tout cas, c'est plus de richesse que de confusion, je pense. Voilà. Merci en tout cas pour vos partages. Est-ce que si vous avez envie de prendre la parole, vraiment n'hésitez pas. On veut vraiment que ça soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions, levez la main ou alors des questions par rapport à Viviane, des questions par rapport à Stéphanie on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous, ou des questions ou des remarques par rapport à ce qu'on a pu entendre des podcasts. N'hésitez pas à prendre la parole, vraiment. Parce que c'est vrai que le format en ligne, vu qu'on ne voit pas vraiment les gens en face à face, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. David Chen qui nous dit que c'est drôle et que ça fait écho par rapport à son expérience. Donc, ça fait plaisir du coup de voir que notre échange suscite que les gens ça fasse réfléchir du coup ces personnes par rapport à leur propre expérience, qu'ils prennent du coup des parties qui leur ressemblent ou alors d'autres parties qui ne leur ressemblent pas forcément et que ça soit inspirant pour vous tous. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait en tout cas pour l'instant, qu'il y ait de personnes qui souhaiteraient réagir. On va revenir du coup par rapport aux petites questions. Ah, Céline. Vas-y, Céline. Oui, bonjour. Alors, non, d'abord, je voudrais remercier Viviane pour le super podcast que tu as monté. Enfin, c'est un projet très intéressant et je voulais rebondir sur ce que Thomas il disait et David aussi, que tout ce que vous avez raconté, notamment Steph, ça fait vachement écho à nos réflexions personnelles de par notre construction identitaire de Chinois en France. Et puis moi, personnellement aussi, je réfléchis beaucoup à rentrer en Chine. J'ai toute ma famille qui y vit et du coup, je suis dans un moment charnière de ma vie où je me pose des questions sur les opportunités professionnelles. Et alors, j'avais vu un commentaire qui disait tout à l'heure qu'il y avait une des questions, la question 4 du sondage, où il disait il y a un argument majoritaire, c'est on est déjà bien installé en France. Comment quitter ce confort social et ce confort de vie qu'on a ici pour aller vers l'inconnu. Donc, c'est une dimension en plus. Donc, en fait, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un côté pas très réfléchi dans vos... Enfin, pas que c'est pas réfléchi dans les parcours, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où il y a une sorte de... On saute le pas de façon instinctive, on y va sans trop se poser de questions. Et qu'au final, ça se passe bien. Et du coup, on décide de rester. Mais que même ça, on ne l'avait pas trop prévu. Et en fait, ça, c'est vachement rassurant parce que je me dis que peut-être qu'il faut que j'arrête d'intellectualiser cette question et que à ce moment-là, si j'ai envie de le faire, j'y vais sans trop... Ouais, pour ne pas rester figé dans une position où on réfléchit trop et du coup, on ne fait rien. Donc ça, c'est... Et rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible. Il y a plusieurs personnes qui racontent qu'elles repartent aussi au bout d'un an et qu'elles ont... C'est bon, elles ont... Ouais. Donc, ouais. Et je pense que c'est important, enfin, comment dire, si ça te trotte dans la tête, si tu as la question en toi, si la graine est... Voilà. Ouais. C'est ça. Oui. Je pense qu'une fois que c'est planté dans la tête, ça va être difficile de se l'enlever. Il faut trouver une façon d'avoir au moins une expérience, même temporaire, en Chine, hein, si c'est ce qui t'appelle. Et en sachant que de toute façon... tu es française, tu peux toujours rentrer, tu peux toujours retrouver ta vie d'avant en ayant eu cette expérience qui va t'enrichir de toute façon. Même si elle est négative, elle va quand même t'enrichir et t'aider au niveau de ton identité aussi à mieux définir qui tu es peut-être. Ouais, c'est sûr. Mais moi, personnellement, j'ai vécu en Chine pendant 10 ans, jusqu'à mes 18 ans. Et ma famille y est. Donc,
moi, j'ai un peu le côté traquenard parce que comme mes parents y sont, je me dis, si j'y rentre, mes parents, du coup, dans 10 ans, ils seront un peu plus vieux, ils auront besoin de moi. Donc, il y a le côté aussi où je me dis, de toute façon, je vais, enfin, c'est horrible de le dire comme ça, mais de toute façon, je vais me poser cette question, est-ce que j'y vais tout de suite ou pas? Et puis, bien sûr, en ce moment, avec le Covid et tout, on se dit, enfin, il y a le problème de réunion familiale. Mais bref, c'était pas vraiment pour parler de moi, c'était juste pour aussi vous remercier parce que voir cette diversité de parcours, c'est très enrichissant, ça ouvre les yeux et aussi ouais, c'est très intéressant. Et donc, merci beaucoup, Viviane, pour ton projet. Merci Céline, ça fait plaisir. Merci Céline pour, pour tes remarques. On a Flavie qui a levé la main, donc à toi la parole. Alors, bonjour, du coup, je ne sais pas si on m'entend bien. On m'entend bien? Tout va bien? Parce que j'ai des petits problèmes de connexion. Je voulais poser une question par rapport aux valeurs, parce qu'on en entend beaucoup parler, particulièrement dans le dernier extrait qu'on a entendu. Je voulais poser une question, du coup, à vous deux, parce que je pense à Viviane, mais du coup, je crois que Stéphanie aussi a des enfants. Est-ce que vous avez rencontré le même problème, du coup, dans l'éducation des enfants en arrivant dans vos pays de remigration, du coup, ou pas du tout? Alors moi, c'était très clair, je suis mariée à un Français blanc d'origine un peu italienne, et comme je me sens très française, j'ai toujours voulu transmettre à la fois la culture et la langue française à mes enfants, et c'est ce qui a d'ailleurs motivé aussi mon expérience entrepreneuriale d'ouvrir des écoles maternelles à Singapour et dans la région. Donc pour moi, le fait d'être à Singapour, ce qui m'importait pour mes enfants, c'était de transmettre la culture française, en fait, bizarrement. Donc voilà, plutôt qu'ils deviennent eux-mêmes singapouriens, ce qui est difficile ici parce que en étant étranger, c'est pas un pays qui va intégrer de la même manière qu'en France. On arrive à devenir français de par les valeurs. Ici, on reste toujours un petit peu étranger en visite. Mais du coup, voilà, c'était vraiment la transmission des valeurs françaises et de l'éducation française. Et pas le côté chinois pour moi. Alors, ils apprennent le mandarin à l'école et ça, c'est le lien qui maintiennent avec cette partie-là. Mais c'est assez distant, c'est vrai pour eux. Et me posent la question, ils me disent maman, est-ce que nous aussi on est des bananes? Parce qu'ils m'entendent donc parler tout le temps de ce podcast et du terme de banane. Donc ils me posent la question, mais voilà, après leur génération qui grandit à l'étranger grandit vraiment dans cette troisième culture d'enfants qui ne voient ni de la culture du pays local ni de la culture de leurs parents et qui se fabriquent encore une fois quelque chose de mixte. Voilà pour ce qui me concerne. Pour ma part, je n'ai pas encore d'enfant. Je suis enceinte, donc j'aurai bientôt un bébé. Mais pour moi, je suis comme Viviane, c'est-à-dire que moi, je suis avec un compagnon français, donc forcément, on va avoir envie de transmettre des valeurs françaises. Mais je n'oublie pas les valeurs que mes parents m'ont inculquées, les valeurs chinoises, qui paradoxalement, et je l'avais noté aussi dans les conversations de chat, je trouve que les valeurs d'éducation de Chinois overseas Chinese, donc qui ne sont pas de mainland China, mais qui sont donc par exemple du sud-est asiatique, enfin, je parle pour mon cas, on a des valeurs peut-être plus traditionnelles liées au travail, liées à l'éducation, de la réussite scolaire, etc., qui est aussi présente en Chine, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'en France, on bénéficie d'un certain cadre très libertaire et on favorise quand même un peu l'épanouissement individuel, personnel. En Chine, et c'est ce qui me dérange aussi, c'est le côté compétition, concurrence, concours. C'est-à-dire que les gens sont formatés dès 4-5 ans, ils doivent apprendre de l'anglais, enfin les enfants doivent apprendre l'anglais et une multitude de cours. Donc ça reste, pour moi, c'est pas un choix de vie sur le long terme. D'accord. Merci à vous. Et puis merci pour tous les témoignages qu'on peut entendre de par le podcast. C'est vraiment très, très intéressant, surtout parce que moi, par exemple, moi, je suis franco-française de base. Voilà. Donc, c'est assez intéressant parce que j'entends beaucoup de choses par mes amis, parce que moi, je suis étudiante à l'INALCO en chinois. Et du coup, j'ai beaucoup d'amis qui sont, eux, chinois ou qui
ont été vivre en Chine. Par exemple, ma meilleure amie a vécu pendant 10 ans à Hong Kong en tant que franco-française. Elle a son petit ami qui est chinois qui est encore là-bas. Et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre d'autres témoignages que ceux que, par exemple, je peux avoir en cours, parce que ça ouvre un petit peu les yeux par rapport à la situation qu'on a en ce moment, aux discriminations, etc. Parce que c'est vrai que moi, je me pose pas forcément ces questions-là, mais ça fait du bien aussi d'entendre des choses différentes. Ça ouvre un peu l'esprit et merci pour ça en tout cas. Merci beaucoup. À ces questions. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Flavie du coup pour ton ouverture d'esprit et puis pour ta participation aujourd'hui. C'est vrai que c'est des questions. Bon, aujourd'hui, on a un sujet très très centré quand même sur du coup des personnes d'origine chinoise qui vont partir s'expatrier ailleurs. Mais c'est vrai que après, c'est des sujets qui sont intéressants et en fait, la recherche de soi ou de l'identité, c'est quelque chose qui est partagé par tous, en fait. Et peut-être que justement, dans notre cas, c'est un peu plus complexe encore avec l'histoire et tout, mais au final, c'est un sujet qui revient un peu pour tout le monde. Donc merci en tout cas. Juste pour te répondre par rapport à ça, Ouais. moi j'ai pas la même histoire parce que les exils dans ma famille sont pas les mêmes. Mais ma grand-mère est pied noir du Maroc, donc elle a dû s'exiler en France, revenir en France, et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse beaucoup ces idées-là, ces questions-là, parce que les pieds noirs du Maroc particulièrement ont été beaucoup oubliés après, parce que l'Algérie à ce moment-là englobait la Tunisie et le Maroc. Et quand ces trois pays-là se sont séparés après, les Marocains et les Tunisiens ont été beaucoup oubliés et la recherche d'identité a été d'autant plus complexe pour revenir. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup et j'adore. Merci. Merci en tout cas, Flavie. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient réagir encore, prendre la parole? N'hésitez pas. Alors, on a David Chen qui... J'essaie de lire sa question. Alors, pour ma part, je n'ai pas le projet pour l'instant de m'installer en Chine par peur de perdre mes liens en France. Mais par contre, j'ai envie de m'installer dans un Chinatown, notamment le 13e Belleville Arts et Métiers à Paris. Est-ce que ça peut être considéré comme un retour? Ou de trouver un compromis équilibre entre le côté français et chinois, ça peut être aussi le cas des expats d'origine asiatique qui vont s'installer dans ou non loin d'un quartier expat en Asie. Alors, je ne sais pas si c'est une question vraiment ou c'est plus ta réflexion que tu voulais nous partager. David, est-ce que tu veux prendre la parole? Moi, je n'appellerais pas ça un retour à proprement parler, puisque tu es quand même en France, que ce soit dans le 13e ou ailleurs. Donc, je n'appellerais pas quand même ça une remigration. Après, si toi, tu te sens bien et que je pense que c'est important de trouver sa communauté. Et c'est vrai que si tu te sens bien avec des gens qui te ressemblent, si tu te sens mieux, pourquoi pas? Après, la question se pose avec les expats, tu disais en Asie. Alors, c'est vrai qu'il y a, notamment chez les Français, une propension à vraiment se regrouper en communauté de Français à l'étranger. Donc, je pense que c'est le cas à Hong Kong, à Shanghai, à Pékin, à Singapour. Il y a par exemple le lycée français. Dans toutes ces grandes villes, il y a des lycées français. Et donc, autour, il y a forcément des quartiers de Français avec des immeubles entiers de Français. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas vivre dans un quartier français pour être quand même dans la culture locale. J'ai déménagé 5 fois au sein de Singapour au fur et à mesure que la famille s'agrandissait et on n'a jamais vécu dans le quartier français. Ce qui est intéressant aussi, quand on est expat, c'est quand on est avec des Français expats en Asie, enfin dans nos vies. Par exemple, quand je vais, et ça on le retrouve dans beaucoup de témoignages du podcast, et c'est une expérience que j'ai vécue aussi, c'est quand moi je vais dans une soirée de Français, d'expats, où on sait que tout le monde est français parce que c'est par exemple une soirée chambre de commerce, c'est un événement organisé par des Français pour des Français, et que moi j'arrive, et ben la première chose qu'on me dit c'est hello et pas bonjour. Voilà, donc moi je vais être considérée dans un contexte blanc français comme étant une locale parce qu'il y a effectivement des Singapouriennes mariées
à des Français, il y a des Singapouriennes qui viennent à des événements aussi français. Et donc, moi, ça m'a toujours agacée. Ça m'a toujours agacée parce que j'avais besoin de revendre. Enfin, je ne comprenais pas que ça ne sautait aux yeux de tout le monde, que j'avais les codes français, que j'étais élevée en France. J'ai fait HEC, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je ne suis pas reconnue comme une Française? Mais voilà, c'est une question de contexte. Donc, il faut s'y faire. Merci Viviane pour ce partage. Alors là, si vous le voulez bien, je vais revenir au sondage, donc les questions qu'on avait posées donc, au tout début de notre événement, et je vais vous partager les résultats et on va essayer de réagir par rapport à ces résultats. OK? Alors, voici les résultats. Vous voyez donc les résultats qui s'affichent à votre écran. Bon, aujourd'hui, on est une vingtaine, on est 24, 25. Merci encore pour votre participation. Donc, par rapport à ça, et peut-être qu'au début, les personnes qui ont qui ont eu le temps de répondre, c'est plus 17. Alors, on va commencer par la première question, du coup. C'est assez intéressant. On avait posé la question, avez-vous déjà pensé à vous expatrier en Asie? Et quand même bon, c'est pas représentatif, hein, bien sûr, forcément 17 personnes, mais en tout cas, pour les personnes aujourd'hui qui sont présentes, vous êtes très nombreux à nous dire oui, à avoir en tout cas pensé à ça. Et une personne qui a répondu par non. Alors, je ne sais pas si la personne qui a répondu par non a envie d'échanger. Enfin, on n'a pas les noms, hein, bien sûr, c'est anonyme. Donc, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas en tout cas à réagir en direct, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas, bon, ça montre bien l'intérêt aujourd'hui de notre événement. On l'a pas fait pour rien. Bon, les gens qui sont intéressés et qui participent actuellement montrent quand même que voilà, il y a eu une réflexion, un peu comme l'expliquait Céline Tang tout à l'heure. En tout cas, d'y avoir pensé. Deuxième question, quelle destination en Asie en particulier? Donc là, c'était à choix multiple. 12 personnes, enfin une grande majorité, ont choisi donc la Chine. Et après, en deuxième position, c'est Singapour aussi. Voilà, et puis après, il y a d'autres pays. Alors, on voit, je sais, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas représentatif, mais on a laissé le choix du Vietnam, de Thaïlande, et là, on voit bien, peut-être que ça montre, Viviane, tu peux réagir par rapport à ça aussi, qu'au final, c'est peut-être, enfin là, en tout cas, la Chine, Singapour, vraiment des sociétés qui se développent en développement, et peut-être pour des raisons économiques, que les gens maintenant ont envie d'y aller. Est-ce que c'est pour ça que ces destinations-là ressortent? Oui, je crois que c'est des destinations dont on parle beaucoup en France et qui sont attractives parce qu'elles drainent beaucoup de business, de banques, de grandes sociétés. Il y a beaucoup de sièges. Mais alors, je pense aussi que l'événement étant organisé par l'Association des jeunes Chinois de France, je pense que là aussi, c'est un peu biaisé parce que du coup, on n'a pas forcément des personnes d'origine vietnamienne ou cambodgienne parmi nous. Et au Vietnam, il y a un grand phénomène de retour des Vietnamiens élevés en France, donc ils appellent les Viet Kieu, qui retournent vivre au Vietnam et qui participent vraiment au développement du Vietnam et qui sont recherchés en fait par le Vietnam aussi. Si vous en connaissez autour de vous des personnes d'origine vietnamienne qui y pensent, c'est vrai que c'est le moment, il y a un fort appel de la part des sociétés vietnamiennes pour avoir des Viet Kieu, donc des personnes qui ont quand même un peu de valeur et de culture vietnamienne, qui ont une acculturation de par leur famille en France et qui peuvent faire le lien entre les sociétés françaises et la population vietnamienne. Voilà, le Vietnam ouvre les bras, en tout cas. Il y a un visa même spécial pour ces personnes. Merci Viviane pour avoir complété un peu donc, cette partie-là. Et en effet, bien sûr, hein, vu que c'est la JCF qui organise, peut-être aussi à ça. Donc, bien sûr, les résultats, c'est juste pour nous faire réagir et débattre par rapport à tout ça. Et bien sûr que ce n'est pas du tout quelque chose à prendre écrit noir sur blanc, bien sûr. C'est à prendre avec des pincettes. Après, quelle serait votre principale motivation, question 3, pour partir en Asie? Donc, bien sûr, il y a boulot qui revient. Confort, style de vie aussi. Sécurité, car je ne me sens plus bien en France aussi.
et puis autres. Alors, je ne sais pas, les personnes qui ont répondu par autres, est-ce que si vous avez envie de réagir ou de parler pour nous dire ce qui est donc l'autre raison. Voilà, et puis la quatrième question, quel serait votre principal frein pour partir en Asie? C'est vrai que c'est des questions qu'on se posait avant de préparer cet événement. Donc en fait, se dire, est-ce qu'il y a des prérequis pour se lancer dans cette aventure ou dans une nouvelle vie ailleurs? Est-ce qu'il faut parler la langue? Quels seraient les prérequis pour? Et là, les gens seraient peut-être inquiets, ou enfin, pas inquiets, mais en tout cas un frein, qui est déjà la compétitivité professionnelle et après la barrière linguistique. C'est ça qui est Alors à Singapour, les gens parlent anglais, donc la langue officielle est l'anglais. Donc c'est vrai que c'est un choix de facilité parce que n'importe qui peut s'installer sans, sans parler le mandarin. Donc c'est vrai que c'est un choix qui est ouais, je comprends pas. Je suis en train de dire en même temps que dans la communauté cambodgienne, il y a beaucoup de gens qui veulent y aller aussi, effectivement, parce que Singapour est une ville facile pour quiconque veut s'y installer. C'est vrai que Singapour, en plus parce qu'en Chine, il y a plein de villes, bien sûr, mais Singapour, du coup, c'est vraiment une ville qui est très internationale aussi. Donc, il y a peut-être ce côté international aussi qui attire, bien sûr. Ouais. Et Maëva qui nous dit que autre, celle qui a répondu notamment aussi autre, pour moi, c'est surtout une quête identitaire. Donc, c'est finalement un peu une notion qu'on retrouve, pareil pour Tali, qu'on retrouve donc à travers les podcasts aussi, de partir et surtout de rechercher en fait des réponses. Et certains parfois veulent apprendre la langue aussi, veulent venir juste pour d'abord apprendre le mandarin, enfin aller en Chine pour apprendre le mandarin. Et moi, j'ai une question. Alors, du coup, est-ce que je peux aussi vous poser une question? Parce que d'après les réponses sur la question 3, il y a quand même 29% des gens qui ont répondu qui ne se sentent plus bien en France et que c'est une raison qui motiverait leur départ. Ouais, cette question, elle est pertinente. Est-ce que certains voudraient partager, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est récent? Est-ce que c'est lié à la pandémie, à la discrimination? Très bonne question, en tout cas, c'est très pertinent justement, ouais. Donc s'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ça, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette réponse-là? N'hésitez pas à réagir ou à l'écrire dans le chat si vous ne pouvez pas parler. Alors je ne sais pas si les gens sont en train de... Alors Pathilda a levé la main. Alors oui, bonjour, moi j'ai choisi cette réponse. En fait, j'ai vécu 1 an au Japon avant qu'il y ait eu la pandémie. Et justement, il y a eu cette idée cette question de quête identitaire que je ne me suis pas du tout posée quand j'étais au Japon parce que je suis d'origine, mes parents sont d'origine laotienne et mon père est un Chinois qui a vécu au Laos. Je ne me suis pas du tout posé cette question à cette époque parce que c'était une culture qui est pas du tout proche de la mienne. Mais en rentrant en France, en fait, je me suis aperçue qu'il y a quelque chose auquel j'ai pas du tout dû faire attention au Japon, c'était les questions de est-ce que je suis asiatique ou pas, est-ce qu'on me considère comme comme une asiatique ou pas. En fait, il n'y avait pas eu ce regard que je ressens en France, par exemple, où je crois que Viviane l'a dit, du type quand vous rentrez dans un endroit, on vous parle en anglais parce qu'on pense que vous êtes une touriste. Alors ça, c'est assez, ça m'arrive assez souvent parce que je vis à Paris, donc il y a pas mal de touristes chinois et forcément on prend pour une touriste. Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y a cette charge mentale que j'avais pas à l'étranger, au Japon, que j'ai retrouvée en France. Et donc, je suis restée 1 an en France à me poser cette question, en fait, à me dire, à relever les petites choses qui font que j'étais différenciée en fait, par rapport aux Français blancs. Et ensuite, avec la pandémie, forcément, ça s'est encore accentué. Quand je voyais toutes les actualités en rapport avec les Asiatiques qui se faisaient agresser, forcément, je me suis dit, ça, je sais
qu'en Asie, je ressentais pas du tout ce danger, en fait. Et du coup, ça tombait bien parce que je suis, grâce à un visa vacances-travail, j'ai eu la chance de venir à Taïwan en plein, je crois que c'était en pleine actualité avec les appels aux agressions anti-asiatiques qu'il y a eu. Donc, c'était vers novembre, je pense. Et franchement, là, j'ai senti que ça m'avait vraiment libéré l'esprit, en fait, de repartir en Asie. Donc, forcément, là, je suis en Asie et je pense encore à ma famille qui est restée en France. Et je me dis, vraiment, c'est quand même une tranquillité d'esprit qu'on a, en fait, en tant qu'Asiatique. De se fondre dans la masse en fait qu'on n'a pas forcément en France où il y a eu ces événements-là et c'est ça que je me suis aperçue que franchement, est-ce que ça serait pas mieux en tant qu'Asiatique, surtout en ce moment-là, de revenir de revenir chez soi entre guillemets. Je suis pas du tout taïwanaise, mais je sens quand même qu'il y a plus de, enfin, je me sens quand même un peu plus chez moi en fait, de par plusieurs aspects, donc la sécurité, le fait que la charge mentale entre guillemets de pas se parer contre d'éventuels propos déplacés ou de pas toujours devoir se justifier dans son propre pays, qu'on n'est pas une touriste, de pas se prendre des agressions verbales quand on sort dans la rue. Enfin, à un moment donné, j'étais juste en revenant du Japon, je me suis aperçue, mais en fait, c'est pas normal que une fois par semaine, je me prenne un Nihao ou un Ching-Chong quand je sors de chez moi. En fait, et le fait de retourner en Asie, alors que j'ai vécu très peu de temps là-bas par rapport à la France, quoi, mais je me suis dit, cette tranquillité d'esprit, c'est quand même un luxe, quoi. Merci Patilda. Merci pour ton témoignage. C'est vrai que tu parles de charge mentale et c'est assez puissant. Je pense que ça reflète bien ce qu'on peut ressentir, cette fatigue de toujours se justifier, de ne pas se sentir à sa place. Effectivement. Après, ça peut arriver aussi en étant en Asie. Donc, c'est pas forcément je pense pas que ce soit panacée d'aller en Asie. Il y aura aussi des moments où on se sent déplacé, pas à sa place. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas mais pas c'est vrai qu'on sent un peu mieux. C'est vrai qu'on sent quand même un peu mieux. C'est pas la même chose. Là, en Asie, je me sens pas à ma place parce que on va me parler en chinois et je saurais pas répondre. Mais c'est moins difficile. Mais je me sens pas agressée en fait. Oui, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a quand même changé parce que moi, j'ai quitté la France en 2006. J'étais à Paris. J'ai pas l'impression d'avoir. Enfin, en entendant tous ces témoignages, j'ai l'impression que quand même récemment, ça s'est un petit peu dégradé l'ambiance. Ouais. Merci Patilda pour ce témoignage. Merci. Et puis juste pour réagir par rapport à donc cette haine anti-asiatique ou alors ce phénomène-là qui est sorti un peu de la pandémie, qui est sorti un peu à cause de la pandémie aussi. C'est vrai que du coup, on en a beaucoup parlé à la JCF, on en a beaucoup parlé en ce moment à travers les médias aussi. Enfin, ça me fait penser qu'en fait, j'en profite et je vous partage que grâce à cet appel de porter plainte, et la JCF a participé avec d'autres associations dans cette lutte contre le racisme anti-asiatique, on va avoir un procès par rapport donc à cet appel à agression qui aura lieu le 24 mars au tribunal judiciaire de Paris. Donc on attend avec impatience aussi cet événement qui sera un peu aussi historique, hein, et puis on l'a partagé à travers nos réseaux aussi. Donc on espère qu'en tout cas ça sera une bonne réponse par rapport à cet effet que Patilda, tu nous as parlé un peu, et c'est vrai qui ressort un peu à travers les témoignages. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient réagir aussi pour prendre la parole? Alors, on a Ryoken Kai qui nous dit « Je pense que ça dépend aussi des quartiers. Je n'ai pas vécu de haine anti-asiatique avec la pandémie. Enfin, d'autres personnes de mon entourage non plus. » Bien sûr, après, ça dépend de l'environnement dans lequel on se situe et puis des gens qu'on rencontre.
Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Et puis, au passage, Stéphanie, donc, qui nous avait rejoint depuis Shanghai, a dû quitter. Mais merci en tout cas pour sa présence. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient réagir par rapport à, ou témoigner, bien sûr? J'ai l'impression que non, ou en tout cas, sinon les gens y réfléchissent. Maëva, je me rappelle qu'au début de la pandémie, une vieille dame n'avait pas voulu que je monte dans un tram, mais sinon, je n'avais pas vécu plus de... Après, on ne sait pas voilà, si c'est vraiment des cas isolés ou des... Enfin, c'est très difficile à dire. C'est vrai que c'est très complexe aussi par rapport à ça. Très bien. Alors, Tali, peut-être hors sujet, mais avez-vous des conseils pour apprendre le mandarin en France? Je trouve que les cours publics français ne sont pas adaptés. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si on a vraiment une réponse là à apporter ou si d'autres personnes peuvent échanger. Flavie, qui a l'INALCO, est-ce qu'elle aurait des conseils? C'est vrai que ça, c'est une question un peu... Alors, en effet, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup vu ça aussi dans mes cours. Parce que du coup, j'ai eu le casque. Moi, je suis en L0, c'est-à-dire que je ne suis même pas en L1. C'est-à-dire que j'ai fait une année de préparation. Parce que j'ai appris en autodidacte le mandarin. Donc, je ne savais pas écrire le mandarin. Donc, pour la licence, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de natifs ou de gens d'origine chinoise qui sont arrivés dans la L0 et qui se sont retrouvés un petit peu enfin, pas forcément à leur place, parce que les cours, particulièrement à Paris et en France, sont vraiment tournés vers les Français. Parce que c'est vrai que la façon dont on apprend une langue, quand on a déjà des connaissances, des connaissances sur le dialecte, c'est complètement différent de quand on n'en a pas du tout. Mais alors moi, j'ai pas forcément alors attendez, parce que j'ai ma télé qui me déconcentre derrière. J'ai pas forcément d'adresse ou de conseils spécifiques pour Tali, parce que du coup, j'ai pas trop cette expérience-là. Par contre, j'ai des qui sont eux du coup natifs et qui ont été beaucoup aidés par YouTube et certaines choses sur Internet, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui viennent particulièrement des Anglais. Les cours de chinois qui apprennent aux Anglais sont beaucoup mieux pour les natifs, puisque le rapport à la langue n'est pas le même qu'en France. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Après, je ne sais pas du tout, parce que c'est pas trop mon problème. Enfin, j'ai pas le problème, mais c'est vrai que ça peut aider beaucoup. Voilà. Merci Flavie pour ton partage. Et simplement pour répondre à cette question, hein, on n'a pas forcément de réponse. Après, la JCF, on organise en partenariat avec le Club Chine de Sciences Po, HEC Chine et SEC Chine, des échanges linguistiques. Donc, deux samedis, un samedi sur deux. Donc, si c'est un événement qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Après, pour rebondir sur l'histoire de la langue, c'est vrai que pour tous ceux qui avaient déjà qui maîtrisaient déjà, par exemple, le mandarin en France sur les critères français, ils avaient toujours un choc en allant en Chine où ça ne correspondait pas vraiment à la manière de parler, en tout cas actuelle. Et c'est aussi le cas pour des gens qui, par exemple, Jean-Yves, c'est un des épisodes, lui, il est d'origine hongkongaise et à la maison, il parlait le cantonais, il le parlait en famille, il avait l'impression de le maîtriser. Et en allant à Hong Kong, en fait, il s'est rendu compte que le cantonais qu'il parlait ne correspondait plus au cantonais d'aujourd'hui, puisque ses parents qui sont partis il y a plus de 40 ans lui ont transmis le cantonais qu'il parlait à l'époque, mais que maintenant la langue a énormément évolué et qu'il ne se faisait pas comprendre complètement. Enfin, il passait un petit peu pour le plouc ou le ringard, parce qu'il employait des expressions d'un autre temps, en fait. Donc, c'est assez drôle aussi par rapport à la transmission de la langue et des valeurs que les parents nous ont transmises, nous, en ayant été élevés en France, de ce qu'on retrouve et de ce qu'on confronte une fois qu'on est en Asie. Il y a encore une grande différence. Ouais,
Tout à fait. On a une autre question de Ryoken qui est pour toi, Viviane, je pense. D'ailleurs, par rapport à la barrière linguistique, pour tout ce qui est domaine médical à Singapour, avez-vous des médecins français parlant français ou communiquez-vous principalement en anglais aussi? Ah oui, j'ai répondu dans le chat. Il y a des médecins francophones, mais sinon en anglais, ça se passe bien. Personnellement, j'ai des médecins singapouriens. Et oui, ils ont l'habitude aussi d'avoir des étrangers. Je pense que Singapour, c'est quand même une ville, encore une fois, qui est assez facile d'accès. Alors, en ce moment, non, parce qu'avec la pandémie, non, la frontière est fermée et on ne peut pas venir sans visa de travail à Singapour. Pour l'instant, on ne peut pas entrer en tant que touriste. Donc, il faut attendre un peu. Merci Viviane. Tali nous pose une question. En Asie, cherchez-vous à vous rapprocher des locaux ou bien votre cercle d'amis est plutôt français occidental? Ça rejoint un peu tout à l'heure quand tu disais qu'il y a des communautés françaises qui sont établies à Singapour ou à Shanghai. Alors moi, en 15 ans, j'ai un peu tout essayé, honnêtement, selon les années. Alors c'est vrai qu'on a quand même une grande complicité avec les Français, on se sent bien. Donc on a quand même un cercle d'amis français, mais on a aussi un cercle d'amis internationaux, donc pas forcément des expats français ou des locaux, mais d'autres expatriés, des Australiens, des Anglais, etc. Et après, avec les locaux, moi, je dirais que la plus grande difficulté à Singapour, c'était la différence de mode de vie. Parce que quand on est arrivé, qu'on était déjà mariés au même âge, les locaux étaient encore chez leurs parents. Ils ont un mode de vie un peu décalé qui faisait qu'on n'arrivait pas vraiment à connecter voilà, sur ces sujets-là. Mais après, tout dépend des centres d'intérêt. Je pense que c'est en partageant des centres d'intérêt sportifs, musicaux, etc., qu'on rencontre du monde ou par les collègues. Donc, c'est possible. Oui. Merci Viviane pour cette réponse. Écoutez, il est 12h50, donc on a bien tenu notre heure et c'est super enrichissant, franchement. Et Jérémy a levé la main. Jérémy. Oui, bonjour, excusez-moi du coup de lever la main en dernier. Voilà, c'est pour dire un grand merci pour cet événement. Moi, pour ma part, pour me présenter, je vais même activer la caméra, ce sera peut-être mieux. Voilà, ce sera peut-être mieux. Du coup, je suis donc français, voilà. J'ai adhéré au bureau de la JCF il y a pas très longtemps et je trouve que les événements sont vraiment bien. Après, moi, je suis plus d'origine corse que français. Et je suis pas français. Plus d'origine italienne. Je trouve que après, d'un point de vue général, malheureusement, avec la pandémie qui s'est passé tout ça, ben ça rejoint un peu ce que tout le monde a dit. Ce qui m'attriste un peu du coup parce que je pense que tous autant que vous êtes, vous avez tous votre place bien sûr en France, mais après je pense qu'il y a un petit problème aussi au niveau des pouvoirs publics qui ne font peut-être pas forcément ce qu'il faut en termes d'intégration. Parce qu'on va beaucoup plus parler, mettons, par exemple, qu'il y a des problèmes d'intégration ou autre au niveau de différentes religions, que ce soit musulmanes ou que ce soit juif ou autre. Mais en termes de minorité, ça va plus être sur ça va pas forcément être axé, je dirais, sur les personnes de type asiatique. Et c'est un peu dommage qu'on en parle vraiment, mais vraiment pas beaucoup au niveau national, parce que c'est vraiment dommage de vous mettre de côté. Et donc, du coup, voilà. Donc, je les remercie pour tout ça et j'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça parce que je suis ravi de participer et de m'investir un peu plus dans cette association. Et voilà. Merci. Merci, ouais. Merci Jérémy pour ton partage. Hein, merci. Écoutez, moi, je vais vous dire qu'on arrive bientôt à la fin donc, de notre événement. Alors, Anthony qui nous dit de faire plus de teasing. Alors, sachez qu'on essaie au maximum déjà de communiquer par rapport à nos événements.
Et puis là, cet événement, en général, on lance la communication à peu près 10 jours avant l'événement. Donc, on essaie de notre mieux, mais bien sûr, on a besoin donc, de votre soutien pour partager, pour liker, pour commenter nos partages. Hein. Donc, merci voilà, encore à tous pour ce soutien. Je vous partage, pour finir, donc, la page Instagram de Viviane Salin, enfin de Banana Split Project, où vous allez aussi retrouver d'autres types de contenus sous format de petites vidéos que vous retrouverez donc dans sa page. Bien sûr, tous les podcasts et tout, vous pourrez les retrouver sur son site internet. Et puis, merci encore à tous. Et puis, Viviane, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir partagé vos ressentis et vos témoignages. Contactez-moi sur la page justement Instagram @banana.split.project. J'ai vu que je suis vraiment très curieuse de tout ce que vous pouvez ressentir en France et de vos désirs d'Asie. Donc, j'aimerais bien qu'on n'en reste pas là. Je sais que Patida, si j'ai bien compris, est à Taïwan. Mais j'aimerais beaucoup aussi t'interviewer. Patida, si tu es encore là, j'aimerais beaucoup avoir ton témoignage à Taïwan. Pour ceux qui sont partis au Japon ou en Chine avant et qui ont envie de raconter ce moment de leur vie, eh bien, mon micro est toujours ouvert et contactez-moi sur Instagram ou par email si tu veux passer l'email. Je ne sais pas si tu as une communication après. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que ces sujets vous touchent et je pense que plus on en parle, plus on partage entre nous et en dehors de la communauté, plus on donne de la visibilité, de la représentation à ces parcours et cette diversité. Voilà, plus il y aura de compréhension mutuelle en France et en Asie avec toute cette communauté qui est de plus en plus de toute façon mixte, diversifiée et transculturelle. Voilà, je pense que c'est important de faire passer ces messages positifs, même si bien sûr parfois les ressentis peuvent être négatifs, mais je pense que il faut essayer de s'en sortir par le haut et on peut le faire ensemble, on peut s'entraider aussi pour voir comment avoir une vision apaisée et transmettre un message positif. Voilà. Merci beaucoup Viviane pour ta participation, pour ta présence aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à notre événement. Donc n'hésitez pas encore une fois à continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Également de suivre du coup la page Instagram et Facebook de Viviane et d'aller écouter donc ces podcasts en entier, puisqu'aujourd'hui on a eu le plaisir d'écouter quelques extraits. Merci encore à tous et puis on se retrouve très vite pour de prochains événements qu'on communiquera bien sûr sur nos réseaux sociaux. Merci encore à tous. Merci Thomas et merci à la JCF.